Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné d'Adrien pour faire un retour, un débriefing on va dire, sur un magnifique événement qui a eu lieu la semaine dernière, à savoir la Coupe du Monde en équipe de Warhammer Age of Sigmar pour la fin de la V3. Comment vas-tu? Bah au top. Là on est quoi? On est vendredi, à peu près remis niveau fatigue Ouais, et remis. émotion. On sait que c'est très très difficile sur la partie physique parce qu'on Mmh. part de quand même 3 jours de concentration. Alors vous êtes limité à 2 parties par jour. On aurait pu avoir un système beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même très éprouvant. À savoir que l'année dernière, vous aviez déjà fait les solos avant cette session-là. Cette année, vous avez fait le choix de ne pas le faire. Est-ce que c'était un choix individuel ou un choix plutôt d'équipe? Non, non, c'était un choix d'équipe. On a eu une discussion très très tôt, hein, dans le processus, janvier, février grand max, où déjà chaque année on se la repose cette question et on se dit: «Ouais, vas-y, on fait les solos». Là, on voulait vraiment se donner toutes nos chances. On s'est dit: «Même si les solos nous enlèvent 1 d'efficacité en fatigue, concentration». Certains avancent l'argument, moi je l'aime pas trop, d'espionnage industriel d'autres équipes sur nos listes. Alors on s'est dit que c'était 1 de perdu, donc on s'est dit qu'on n'allait pas les faire. Mais niveau fatigue, ça change pas grand-chose parce qu'on arrive sur place en même temps, quoi qu'il arrive, en début de semaine. On est arrivé lundi, certains mardi, et en fait, on a vraiment vécu une semaine en bulle fermée, quoi, où on parlait que de Warhammer, on bouffait Warhammer. Et pendant les solos, on a aussi fait des Shadowrun contre l'Espagne et un peu la Norvège. Donc on a fait des games aussi, pas autant que les joueurs solo, mais on a fait des games. Ça reste fatigant quoi qu'il arrive. Ah, c'est sûr que on va dire que l'énergie de la salle, ce qui dégage et vous, ce que vous faites dedans, en effet, ça bouffe beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, ça s'arrête jamais. Et puis c'est aussi une grande messe du hobby, quoi. Il y a tous les gens connus de tous les pays. Donc, on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de changer des trucs. Il y a aussi, même si à partir de la veille des équipes on n'en fait plus, mais aussi le soir on se retrouve au bar. Moi je bois pas trop, mais ils se font un peu plaisir, pas pendant les équipes, je vous rassure. Mais, les jours avant, voilà, donc ça rajoute un peu de fatigue aussi sur la durée totale de l'événement. Et ça joue. On mange pas exceptionnellement bien, on mange bien. Il est quasiment impossible de ramener pendant une semaine de la bouffe, on va dire française, à faire sur place. On n'a pas le matos. C'est que on bouffe du KFC, du burger, et à la longue tu le sens. Ah bah ça c'est sûr, la digestion devient compliquée, C'est le pas ouf. transit, on manque de fibres, Manque de manque fibres. de fibres, manque Ouais. d'hydratation, on n'est pas concentré. Voilà. Donc pour revenir un peu plus dans le sujet, l'équipe de France nous a fait vivre un énorme week-end, plein de rebondissements. On a cru jusqu'au bout que la place de numéro un sur laquelle on était venu était possible. On finit cinquième. Malheureusement, ce n'est pas pour nous cette année. Le travail a quand même été conséquent de la part de tout le monde, du staff, de l'équipe. Vous avez pu suivre ça sur la chaîne French War Game Studio, si jamais vous avez été spectateur. Si vous n'avez pas été spectateur, bah, sachez que vous avez raté quelque chose, c'était Mm. impressionnant. Pour faire simple, avant de rentrer dans le déroulé du tournoi, comment un joueur comme toi, tu te prépares? Qu'est-ce que tu as comme matériel? Est-ce que tu as lustré tes dés? Est-ce que tu as prédécoupé des réglettes en plastique? Comment tu te prépares pour arriver à un événement comme celui-ci? C'est une partie qui est importante pour moi. On reviendra après sur le débrief de mes parties, mais bon, effectivement, comme tu as dit, avec la couverture exceptionnelle, vraiment c'était fou, de French Royal Studio. Il y a déjà beaucoup d'infos là-dessus, mais je reviendrai dessus. J'ai vraiment envie de faire un petit débrief, ouais, de ma préparation, parce que c'est un point qui me tient à cœur. Bon, déjà pour parler du matos, évidemment, j'ai été fourni par Phoenix Wargame. La boîte complète, il avait donné très généreusement en échange. J'ai montré à bonne épaule direct. D'un petit sponsor sur notre maillot. Ah, il avait fourni à chaque joueur un kit, je me souviens plus du nom, mais le kit complet. Donc on avait chacun nos sets de gabarits, nos réglettes, la boîte à dés, le matos. Donc, et moi je m'en sers énormément, surtout avec mon armée sob, les socles de 130. J'en piquais à tous les potes, j'en avais à chaque fois 4 sur table, pour faire toutes mes phases de mouvement, phases de charge en avance avec. Et on l'a souvent fait remarquer que c'était génial. Je crois que j'en ai vendu une ou deux. Il va peut-être recevoir des commandes. Ça c'était génial. Niveau D, on avait les dés de l'équipe de France. Que certains joueurs disent être maraboutés, les miens étaient ok. Pas à me plaindre. Mais sinon, ouais, pour revenir sur le training en lui-même, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je suis un joueur. Ça commence à plus être trop vrai, mais relativement récent. J'ai commencé, et tu le sais parce que c'était avec toi en fin 2021, en automne 2021. Et je me suis mis à fond en 2022. Premier semestre, je fais plein de tournois en Nurgle, en région lyonnaise, etc. Et ça se passe très très bien. Je sais que ça va me plaire.
Deuxième semestre 2022, je commence à faire des gros tournois. Je finis deuxième et a posteriori avec l'abandon pour tricherie du premier, je me retrouve à être a posteriori premier du London GT 2022. Je reviens en France, je gagne une FSC à Nord-Ouest, ce qui me qualifie pour le championnat de France début 2023 que je gagne. Je deviens champion de France. Au même moment, j'apprends que je suis sélectionné pour l'équipe de France et j'y vais en luminette. Euh, et j'étais champion de France en luminette. Et ce championnat de France, j'y suis allé très préparé, très honnêtement, ceux de l'année dernière. Mais en finissant deuxième, j'avais vraiment ce sentiment d'être pas allé assez loin. Pourtant, j'avais bien bossé quand même. J'étais bon sur le jeu. Je connaissais bien mon armée, je connaissais bien les règles de pas mal d'armées. Je m'étais entraîné sur plein de match-up. Mais je sais pas, il me manquait un petit truc. Et en fait, je l'ai rencontré pendant le tournoi, ce truc. J'ai joué contre un Danois, je pense, le meilleur joueur danois, Christopher Karmoz, qui jouait Sylvanette à l'époque, qui jouait OBR cette année, qui était leur capitaine. Et la partie contre lui m'a mis une baffe. Bon, je la perds 11-9, enfin 9-11. Je la perds à la grande strat. Mais, euh, mais je sais pas, jouer contre lui, ça m'a mis une claque parce que le mec était bon, pas seulement avec son armée, mais c'était un. Je sais pas comment dire. Psychologiquement, il avait été meilleur que moi. Il avait fait des choses pendant la partie que j'avais trouvé exceptionnelles. Et du coup, après la frustration de ouf d'avoir fini deuxième à mon premier World, c'était quand même une belle perte. Euh, je me suis dit que si jamais je retentais l'aventure, parce qu'à ce moment-là, post-World, j'étais pas sûr encore à 100% de repartir sur une année de compétitif. En plus, je venais de devenir papa. Euh, je me suis dit, si j'y retournerai avec ce petit truc en plus. Du coup, très rapidement dans l'année, je sais que je vais me relancer dans le compétitif pour la saison. Je gagne une FSC, puis je vais à Atlanta parce que je m'étais qualifié pour Atlanta en Big Wag. Atlanta, ça se passe pas de ouf, mais je fais 4-4, ce qui est quand même pour un événement comme ça relativement correct. Et, euh, et ouais, à partir de ce moment-là, je sais que j'ai le niveau, parce que j'ai fait quand même une petite pause pendant l'été, donc je sais que je vais faire les Worlds. Et là, je commence vraiment à me préparer. Comme je savais pas encore quelle armée joue, parce qu'en fait, il faut vraiment se dire qu'on sait qu'on va faire les championnats du monde, on n'est pas sûr de quelle armée on va jouer. Donc le training, on s'entraîne sur plein de choses, et petit à petit, on apprend notre armée, quand on vient sur notre armée, on s'entraîne principalement sur cette armée. Mais vraiment, je me suis axé sur un autre aspect du jeu qui est vraiment le côté, on va dire, mental et psychologique. Euh, j'ai fait vraiment beaucoup de travail sur moi-même, à la fois pour être beaucoup plus calme pendant les parties. Pour rentrer dans les détails, j'ai pas fait ça que pour Warhammer, hein, c'était pour d'autres choses aussi dans ma vie, mais je me suis mis à la méditation. Beaucoup de gens ont pu me voir en tournoi et je répondais rarement aux questions, mais parfois ils me voient allongé sous une table ou adossé contre un mur ou autre et ils pensent que je tape une sieste, mais en fait je fais de la méditation, ce qui permet vraiment de plein de bénéfices. Vous pouvez chercher, plein de gens doivent être au courant. Et en fait, ça permet de visualiser les parties et d'arriver beaucoup plus serein à la table. C'est assez fou les bénéfices que ça m'a apporté. Et j'ai aussi fait ouais, beaucoup de recherches sur. C'est une partie un peu grise du jeu parce que c'est pas de la triche, mais c'est une des choses que certaines personnes n'aiment pas trop, mais comment essayer de manipuler un petit peu ton adversaire. Euh, et je vais donner quelques exemples sur mes parties, des choses que j'ai réussi à faire pendant les championnats du monde et qui, c'est con, mais te donnent des avantages. Euh, J'y reviendrai après pendant le débrief des parties. Il y a notamment deux parties contre l'anglais et contre le danois où je pense vraiment que ça a joué j'étais meilleur qu'eux avec mon armée face à la leur, mais il y a eu deux, trois petits trucs qui ont fait pencher la balance encore plus de mon côté. Et sinon, ouais, dans le training, donc moi je commence à jouer SOB courant décembre 2023. En même temps, j'apprends que je vais être dans l'équipe de France. Euh, et je joue SOB quasiment exclusivement de janvier à juin. Euh, j'ai fait, à part SOB, j'ai dû faire 5 parties en Nurgle pour les championnats de France en solo et 7 ou 8 parties en Iron Joe pour un tournoi en équipe, auquel tu as participé d'ailleurs. Tout à fait. Tu as eu l'honneur de faire une partie. À part ça, j'ai joué que SOB. Et pour vous donner un ordre de grandeur, même si on est tous différents, les joueurs de l'équipe de France, là, je parle vraiment que de moi, hein. Chacun a fait son entraînement de son côté. À sa façon, chacun est différent. Moi, j'ai fait, donc, pendant les championnats du monde, j'ai fêté ma 104e game en SOB, donc en 6 mois. Sachant que donc j'ai fait 12-13 games dans d'autres armées. Donc il y a des gens qui sont un peu au-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui sont quand même au-dessus, parce que ça fait quand même un sacré paquet de parties. Et c'est, j'ai envie de dire, que la partie émergée de l'iceberg, parce que les parties, il y a plein de moments où je pense à Warhammer sans jouer. Je regarde des vidéos, je réfléchis à des match-ups, je me fais des parties dans ma tête. J'ai aussi eu une approche cette année très
échekeienne. Je suis pas très bon aux échecs, je connais le jeu et je joue un peu, mais je suis très médiocre. Mais ils ont une façon de s'entraîner que j'adore. Ils ont une vision, enfin, quand tu veux être bon aux échecs, tu dois apprendre par cœur des ouvertures, tu dois faire des exercices Ah, de les échecs, c'est stratégie. que du par cœur. Si tu Ouais, es il y a très beaucoup de bon dans le par par cœur. cœur, les échecs, c'est Mmh. très très facile. C'est pour ça que les ordinateurs sont très bons aux échecs parce que c'est que du par cœur, il n'y a pas d'improvisation. Il y a du par cœur pour le début de partie, après tu as aussi des réflexes, des connaissances à avoir et des petits exercices de stratégie, de tactique et en fait, je me suis imposé des trucs un peu comme alors mon armée aidait, hein, parce que je jouais SOB qui est vraiment une armée qui ressemble aux échecs parce que j'ai que 7 filles, moins qu'aux échecs du coup. Ouais, je me suis fait des petits exercices où parfois pendant des parties, là je vois ma phase de combat et je sais qu'il y a des choses de ouf à faire en plugin, en activation et je prends une photo, je finis ma partie et après plus tard, je me la refais dans ma tête, je dis: «Ah putain, je vais faire ça dans l'autre sens» et je me forçais comme ça à faire des petits exercices qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a me donnait des réflexes et ça m'a bien aidé pendant pas mal de parties, je pense. J'avais beaucoup de réflexes, sur des micro mouvements, qu'il me On faut. a beaucoup de, moi en tout cas, j'ai côtoyé ça, beaucoup d'interviews de sportifs, de tennisman, de choses comme ça qui disent, c'est un organisme qu'on va beaucoup voir, c'est comment on devient champion, qu'est-ce qui nous fait gagner? Bah, c'est le fait d'être focus que sur une seule Mmh. tâche. Je suis footballeur, mon but c'est je rentre dans le match, j'ai mon esprit qui est que sur mon Ouais, match. Sur mon tennis, je suis tennisman, c'est la même chose. Et donc c'est pour ça que tout l'environnement autour, les coachs, les gens qui portent la raquette, la personne qui fait la nourriture, tout ça, en fait, c'est toutes des charges que tu soustrais et toi, tu es concentré dessus. Et quand tu es le meilleur de toi sur un truc, bah, en fait, tu peux que en soi ouais, carrément. performer. Donc, ce que tu me racontes, c'est un peu, j'ai l'impression, ça, c'est vraiment de se dire, je prends une posture professionnelle, j'investis du temps dédié pour ça avec un Gantt et Ouais, tu pas là, mais voilà. Et, et du coup, suite à ça, je me mets dedans et je bonifie, je maîtrise mon sujet par expérience. Moi, j'ai fait le choix de jouer 4 armées dans ma carrière, entre guillemets. Et donc, j'ai pu regretter à des moments de me dire, j'ai pas eu assez d'expérience sur cette liste. Si j'avais plus joué contre d'autres mmh choses, mh. je la maîtriserais mieux. Notamment bah, sur le tournoi qu'on a fait ensemble à Châteauroux, où la liste Stormcast que je joue, plus je le joue, plus je deviens meilleur. Et à la fin du tournoi, la 5e partie qu'on fait ensemble, c'est la 5e fois que je joue cette liste, je pense que je suis le meilleur que je peux être parce que j'ai le plus d'expérience, tu vois. Mmh. Et c'est là où j'étais frustré, je me suis dit, mais merde, en fait, si j'avais fait plus de parties avec cette liste-là, et ben, j'aurais pu m'ouvrir plus d'opportunités. Et le choix que tu fais, toi, je pense, bah, montre une certaine maturité pour ces parties-là, car quand tu rentres dans tes parties, j'imagine que tu sais quasiment à 100% ce que tu vas faire, tu connais tes Ouais, ouvertures comme aux c'est ça, échecs, je connais mes ouvertures comme aux et échecs, ça aide effectivement. beaucoup, quoi. Ouais, ça aide beaucoup, parce que tu as remarqué un point sur lequel je vais insister, c'est la place du coaching staff. Alors on est encore évidemment pas au niveau, de délégation sportive professionnelle, mais on a quand même des gens qui nous aident beaucoup, que ce soit sur la bouffe, que ce soit sur le rangement des figues, même si moi on a beaucoup rigolé pendant le week-end parce que les gens se battaient pour ranger mes figues à moi, contrairement à ranger, le Skaven ou le Gloomspite. Ça allait forcément plus vite. Donc on a beaucoup de gens qui essayent de nous décharger un petit peu sur beaucoup d'aspects, logistique. Mais ouais, ouais, pour revenir, le côté méditation ou autre, faut vraiment dire que moi, et encore une fois, je me plains pas. Plus tard, peut-être dans la vidéo, je vais dire que je vais essayer de débriefer et vous parler de l'avenir. Mais là, c'est assumer cette année, je savais dans quoi je me lançais. Mais quand je médite, je pense Warhammer, et quand je dors, parfois je rêve Warhammer, je rêve de mes sommes, quoi. Et j'adore ça en vrai, hein, je le ferais pas si je n'aimais pas ça. Mais c'est pour dire à quel point, au cours des 3 4 derniers mois, c'est vraiment devenu. J'avais d'autres aspects dans ma vie qui se passent très bien, boulot, famille, mais ça a pris une place énorme. Et je pense vraiment avoir atteint le max que je pouvais faire moi, en tout cas, en tant que moi-même. D'autres personnes pourront peut-être avoir plus de rapporter plus, mais moi vraiment là j'étais en termes de préparation, je vois pas ce que je pouvais faire plus. J'avais fait un nombre de parties conséquentes pour avoir vraiment une idée de tous les match-ups possibles, avoir des réflexes surtout. Et voilà, je reviendrai sur les parties, sur l'impact que ça a eu, mais cet aspect que j'ai rajouté cette année de préparation mentale et en partie de manipulation de l'adversaire sur des petits détails sur lesquels je me suis beaucoup renseigné. Ça m'intriguait depuis très longtemps pour d'autres raisons dans ma vie professionnelle notamment. Et je me suis dit que je pouvais potentiellement adapter ça à Warhammer. Et, j'ai beaucoup aimé. C'est une belle découverte cette année. Eh ben, super. Donc, tu es devenu le Super Saiyan. Tu t'es préparé, tu La pouvais. meilleure version de moi-même, comme Voilà, on dit. à C'est ce pas forcément la moment-là, meilleure version dans le monde, mais exactement, la version mais de la meilleure moi-même. version de toi-même.
Donc, tu arrives, tu as tout aidé, tu as tout, tu es prêt, Mm. direction Dams. 1re journée, donc j'imagine qu'il y avait quand même une certaine tension. Les solos étaient finis, vous arrivez sur place. Comment toi, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta liste et nous présenter les forces, les faiblesses? Mhm. Comment on t'a amené? Est-ce que tu avais une liste défensive, une liste offensive, une liste contrôle? On se doute bien que sub, ça va être difficile de faire du contrôle, mais pourquoi pas sous certaines Ouais, donc ça se situations? fera. Du coup, ouais, donc moi je jouais Son of Behemoth que 23 pays sur 26 avaient décidé d'amener à une virgule près dans la liste, c'était la même chose. À noter que, petite fierté personnelle, même si en vrai elle ne vaut quasiment rien, je suis théoriquement la première personne à avoir joué cette liste parce que je l'ai joué à Amsterdam, un tournoi solo en février. Et en fait, on a fait le tournoi une semaine après le Battle Scroll qui Scroll. a changé la OK. liste. Donc je suis le premier à l'avoir vraiment joué. Et en plus, j'ai gagné le tournoi. Mais bon, tout le monde aurait vu la liste. Tout le monde Oui, l'avait déjà il y eu. avait un trou, rajouter un Oui, géant, oui, ça se tout le voit. monde jouait la liste avant et on a rajouté un géant. C'est pas bien. Mais voilà, petit truc, c'était rigolo quand même. Et il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit, certains, notamment l'Italien, qui m'ont dit qu'ils s'étaient mis à le jouer suite à mon tournoi. D'un côté, c'est moi qui ai dû quand même participer à qu'il y en ait autant, en partie. Pas que, hein. Du coup, je joue cette liste donc avec Broad, un Gatebreaker, un Warstomper et 4 Man Crusher. Voilà, c'est une liste très très forte pour différentes raisons. J'arrive pas à la qualifier en termes de liste défensive, offensive. C'est clairement pas contrôle, même si tu peux essayer de temporiser à des moments avec des petites actions. Mais c'est ni défensif ni offensif. En fait, c'est une liste qui, mis à part 3 match-up, on va dire, dans tout le tournoi, vraiment horrible, et 2 match-up vraiment faciles, c'est une liste où je vais pouvoir jouer contre tout le monde. Et en fait, en fonction de si l'adversaire est agressif ou pas, je vais partir soit sur un plan de jeu safe, soit sur un plan de jeu agressif. Et en fait, sub, dans ma tête, en tout cas ça c'est moi, hein, j'ai toujours un plan de jeu stable. Je suis sur les objets, j'ai fait ma tactique, je casse un petit écran. C'est mon plan de jeu de base sur mon tour. Et en fait, la sous-faction que je joue Broad t'offre deux outils absolument exceptionnels qui vont peut-être faire que ton tour il va exploser. Premièrement, j'ai mon tir de décor. Bah, peut-être que l'écran que j'avais prévu de tuer au corps à corps, il va être déjà mort au tir, et du coup, au corps à corps, je vais pouvoir aller chercher le deuxième qui est derrière. Peut-être que sa ressource super importante qui est censée me faire chier toute la game, elle va se faire sauter T1, donc ça va changer toute la game. Mais ça, c'est du bonus. C'est pas prévu dans le plan de jeu. Et après, bah, j'ai le mouvement de 3d6. Je le planifie toujours parce que ça permet de se replacer ou autre. Mais si je fais 13, si je fais 14, et bah, je vais chercher l'unité là-bas, qui n'est pas prévu dans le plan de jeu de base. Je prends cet objet qui n'était pas prévu dans le plan de jeu de base, c'est du bonus. Et en fait, voilà, jouer sub, jouer malice, c'est vraiment partir d'un plan de jeu safe, stable, et après, en fonction de ces deux phénomènes et aussi des attaques des subs au corps à corps qui sont très aléatoires et qui peuvent rien faire ou tout exploser, et bah, t'adaptes. Et en fait, moi, je la voyais comme ça, malice, j'étais safe, je faisais un truc bien, et ça pouvait que aller mieux. Je faisais en sorte que les jets de dés, je comptais pas dessus. C'était du bonus. Donc voilà, c'est une liste qui pouvait jouer partout, et ça se voyait dans ma matrice de pairing, même si toute la méta était un peu comme ça cette année. J'avais énormément de petites victoires ou petites défaites, mais avec une grande variance, parce que mon armée peut s'envoler. Donc potentiellement, ça pouvait. Donc on arrive face aux Italiens. On avait été appareillé contre eux, je ne sais plus, 2 ou 3 semaines avant l'événement, par un tirage au sort sur Honest Wargamer. Moi, ça me touchait particulièrement parce que ma femme est partie de ma famille et d'origine italienne. Donc il y a des petites tensions Il y a un cette année. cousin là-bas, un neveu, un oncle, Attends, une j'ai mon tante. fils qui est franco-italien. Ma famille était italienne avant et ma femme est complètement italienne. En plus, dans l'équipe, on a Andrea qui lui aussi est franco-italien et qui est très proche de l'équipe italienne. Donc ça crée vraiment voilà, des petites rivalités saines, hein, mais bon, voilà, c'était vraiment un match, ça pouvait pas mieux tomber. Enfin, c'était génial. En termes sportifs, on n'était pas si content que ça parce que l'Italie, c'est quand même une belle équipe. Euh, Ils l'ont encore plus montré cette année. Mais chaque année, en fait, ils arrivent vraiment à parfait. Ils ont un petit défaut, c'est qu'en général, ils sont explosés par le top du tableau et ils explosent le milieu bas de tableau. Donc ils arrivent toujours à se mettre bien, mais ils ont, à ma connaissance, enfin, je regarde les résultats de cette année, jamais réussi vraiment à perf contre une grosse équipe. Mais ils arrivent vraiment à mettre des gros scores aux équipes de milieu bas de tableau, ce qui n'est pas si simple à faire que ça. Et moi, personnellement, contre eux, je suis pas si content que ça parce qu'ils ont deux de mes gros contres. Ils ont Gloomspite et Fake, qui sont pas si rares, mais qui sont vraiment deux de mes gros contres. Et en plus, ils ont deux, trois armées de tir, donc Ido Requin, un cos très bizarre avec des chariots, mais qui sont dégâts 3 contre les tanks, contre les subs, enfin Les contre les monstres. géants, contre les monstres, plus apparaît. Donc quand tu regardes la liste, tu te dis vraiment le gars il l'a designé pour défoncer les subs. Et je sais plus, il y en a un troisième qui tire un peu, qui m'embêtait un peu. Donc je suis pas si content que ça contre eux.
Mais on a de la chance, on tombe sur une onde avec Frigide Zephyr qui est placé en deuxième ou troisième scénario, je me souviens plus. Et en fait, très très vite, avec le pairing staff, donc les gens qui font le pairing, notre capitaine, notre vice-capitaine, on me dit que je vais être envoyé en défense sur Zephyr. Ce qui fait qu'en fait, tous les tirs, ils vont pas venir vers moi. Pas tout de suite, pas Et trop tôt. non, bah, sur Zephyr, ils viendront pas, parce que les deux, ça retourne complètement le match-up pour ce Mmh. scénario-là. Et il y a des chances que parmi mes deux contres, il y en ait un qui soit déjà parti avant, ou qui soit envoyé lui aussi en défense en même temps que moi, parce qu'ils avaient estimé, vu nos pairings, que le Gloom, je crois, allait probablement partir sur Zephyr. Donc moi, j'allais être tranquille et affronter quelque chose d'autre, de tranquille. Et du coup, je me retrouve à affronter Soul Blight, une liste très défensive qui a quand même une grosse menace contre moi. C'est un dragon zombie qui a un petit sort à 9 pouces qui dit je lance autant de dés que t'as de PV, chaque 5 plus ou 4 plus si j'ai fait un gros score, c'est une BM. J'aime pas spécialement ce Non, sort, ça fait mal. ça fait mal. Je crois qu'il est complètement changé, c'est un anti-horde maintenant en V4. Mais c'est très facile de respecter une distance de 9 pas avec mon mouvement de 3d6, avec ma portée. Donc T1, T2, j'arrive à l'éviter. Et je le mets dans une situation où il est obligé, parce que je suis sur tous les objets, il compte pas assez, il est obligé de me rentrer dedans pour faire quelque chose. Donc il me rentre dedans avec son dragon zombie et Manfred. Et j'ai mon Warstomper qui regarde le dragon zombie qui fait je le one shot à son tour. Il perd son général, il perd. Enfin, c'était catastrophique. D'ailleurs, j'ai le double tour, donc Manfred il se fait salir. La partie va s'envoler. Voilà, j'avais un plan de jeu, c'était mettre mon cul sur les objets et faire deux tactiques, lui laisser potentiellement le double tour, ce que j'ai pu faire. Et après, vu qu'il y a son dragon zombie qui est mort à son tour et Manfred qui était offert, la partie s'est envolée. Alors attendez, je sais plus, j'ai noté mes estimés, mais je crois pas avoir noté mes scores. De mémoire, je mets 15, non, je mets 17, je crois. 2017. Il y a eu un autre jet de dés scandaleux, c'est T5. Je dois tuer Locavaille pour avoir ma grande strat, parce que c'est son dernier sorcier. Elle est planquée dans un coin de table. J'ai un seul sob qui peut charger un écran de loup, faire sa 3d6 pour passer au-dessus. C'est Brod qui arrive à faire la plus grosse charge, donc c'est lui qui passe au-dessus. Donc j'ai un Brod qui arrive sur Locavaille, qui est en heure de gloire, que j'ai pas pu roar parce que je fais ma mouvement de 3d6 pour arriver au-dessus. Qui ignore Andren parce que c'est Locavaille. Donc Brod qui tape de manière complètement anorexique et je la one-shot. Donc save à 2. Moi j'ai aucun bonus, je suis en 2-3, je crois, j'ai un all-in attaque. Il fait 2 as sur l'attaque dégâts. Non, il fait un as sur l'attaque dégâts 5 et un as sur l'attaque dégâts D6. Je fais 6, ça fait 11 PV. Il avait pris une BM de survol, je crois, il fait une ward. Il meurt au PV près. Donc ça permet vraiment de creuser. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et de manière générale, la France a eu beaucoup de chance contre l'Italie. On était bien au pairing. On était censé gagner, je pense qu'on aurait gagné. Mais on a eu, je crois, au moins 3 ou 4 tables où vraiment les dés, ils nous ont dit plier les Italiens. Donc on a fait un gros score, on a fait 118. Ce qu'on peut comprendre déjà dans ce que tu nous dis, c'est que l'avantage de ta liste et la manière dont elle était construite, c'est que tu avais ton plan de jeu, te mettre sur les objectifs, donc tu pouvais faire des calculs simples. Le fait que toi tu fais one to mort, ton adversaire pas, si tu mets un minimum de tactique et lui pas ou les mêmes, mathématiquement tu avais Ouais. entre guillemets une victoire qui était Mm. faite. Ouais, j'avais une victoire quasiment assurée. Le seul problème, c'était la grande strat. Lui, c'est sous Blight, il la faisait quoi qu'il arrive. Moi, c'était chaud. Il fallait que je tue Locavaille, son zombie et Manfred, ce qui était clairement pas gagné. J'ai Ah, ça beaucoup c'est de sûr, chance. ouais. Deuxièmement, les tactiques, moi, notamment quand sur des scénarios avec 3 objectifs ou en log 2 tout de suite, bah, j'ai beaucoup de mes tactiques qui consistent à reprendre des objets. Donc certes, je fais la différence au primaire, mais souvent je me retrouve en galère de tactique. Donc sur ce genre de match-up, j'en rate très souvent une ou deux. Là, je crois que je l'ai fait. Non, je rate. Je devais tuer un truc au tir, je l'ai tué au tir. Je crois que je l'ai fait les 5. Et lui, il est censé faire ses 5 tactiques et la partie a tellement dévissé qu'il en rate une. Il avait plus rien, il a tenté un truc qui pouvait ne pas passer. Non, c'était 5 en fait. Comme j'ai init, il est Mm. tablé, il peut rien faire. Donc, ouais, j'étais censé faire une petite victoire parce qu'il a sa grande strat, que j'ai de primaire, qu'il a un tout petit peu mieux tactique, et ça s'est complètement envolé. J'étais estimé à 11 de mémoire, j'ai noté, et je fais 17. Mais vraiment là, les jets de dés, ouais, j'étais estimé à 11 avec un envol Mm. potentiel vers 15 grand max, et alors là, c'est parti à 17 parce que tout m'a souri. Oui, la variance a fait Ouais, ouais. que, après voilà, c'est un jeu de dés, on a tous vécu ces parties où Et il a fait une grosse erreur. Le tour, il m'impacte en fait avec le dragon zombie et Manfred. Il a passé avant le sort de Manfred qui dit moins un dégât et moins un bless. En fait, il le met sur Brod, qui est derrière. Il se dit, je vais go sur le Warstomper, je vais lui faire mal, il va rien me faire, et du coup, Brod derrière pourra pas faire de dégâts. En fait, il s'est empalé sur le Warstomper qui fait mal et qui a tué son dragon zombie, ce qui était hors stat. Mais il aurait mis de manière safe le sort sur le Warstomper, je n'aurais rien fait au dragon zombie. J'aurais mis 1000 life en max. Donc, oui, il a eu un il a plan de grillé. jeu entre guillemets en se disant en 2 séquences, je vais faire ça et finalement des fois en se limitant à un peu comme quand on divise ses attaques sur 2 cibles, C'est ça. on dit: «Faut jamais Ouais, il diviser». dit je vais go sur lui et contrôle l'autre. Fallait go sur un en le contrôlant pour faire moins de dégâts. Et puis il déclenche
sur la fin de son double tour. Moi qui lui ai laissé le double tour, il aurait Mmh. voulu me laisser l'init, mais T1 il fait rien, T2 il déclenche. Ce qui fait que moi je suis en position de double tour après qu'il ait déclenché Oui. et que ça soit mal passé à son tour. Ah bah ça, de toute façon, c'est toujours la frustration qu'on a sur ces parties-là où vous êtes dans une situation où vous pouvez pas trop vous exposer, parce que si vous n'avez pas le double tour, entre guillemets, vous pouvez pas faire grand-chose. Mais d'un côté, si vous avez le double tour, bah, vous avez perdu un tour à rien faire. C'est Donc, ça. c'est toujours la difficulté, notamment sur des armées comme Sublight, qui sont exclusivement corps à corps, face à des match-ups comme toi, où bah, toi aussi tu es corps à corps, mais comme tu as dit, il y a une grosse variance Ah bah, qui peut faire la moi mes différence. dégâts, j'ai beaucoup de dégâts en tir, en charge, donc ouais, moi j'ai des dégâts à plein de phases. J'ai plein d'autres outils, lui effectivement devait me rentrer dedans, parce qu'il est sur les objets, sinon il peut rien faire. Très bien. Donc là, vous finissez quoi? Tu finis ton match. De manière générale, on a vu que tu finissais tes matchs Les rapidement, premiers, ouais. notamment les premiers. L'adrénaline est là, on va voir les copains, on supporte tout le monde, on chill. On a vu que c'était, bah, c'est normal, hein, normalement vous n'avez pas le droit d'interagir avec les tables, pas le droit d'interagir avec les joueurs, donc on prend de loin les distances, on essaie de lire les feuilles de table. Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend des rondes, ça dépend des gens, ça dépend des consignes et des adversaires. Là, la ronde contre les Italiens, passait bien, mais était relativement tendue. Ils nous ont reproché, et ça, c'est parfois des consignes qu'on a. Là, cette année, on nous a pas explicité, mais contre certains adversaires, c'est des choses qu'on a. On nous demande parfois, et on le fait de bon cœur, d'exulter un peu nos réussites. C'est-à-dire que tu as un jet d'init Mhm. important, Tu fais moi ha je tue ha son ha dragon ha. zombie. Non, c'est pas méchant envers l'adversaire, Ouais. mais c'est ouais, enfin, tu vois, c'est Mhm. moi quand je tue le dragon zombie, je te jure que j'ai gueulé parce que vraiment ça a explosé le match et ils nous l'ont un peu reproché qu'on le faisait sur pas mal de tables, mais c'est le but. Ça Ouais. fait partie de ce que je disais, des petits trucs à côté du jeu. Donc la ronde était un peu tendue. Moi j'ai terminé ma game, je vais faire l'interview avec Evie et je regarde de très loin les tables et après, il y a deux trois mecs qui ont fini, on part manger. Sachant qu'en plus, le timing est alors le timing est large, mais pour manger, il est pas si large parce que la cantine, on a un buffet de midi qui est plutôt pas mal du coup, côté LC, c'est le soir qu'on mange n'importe comment. Il y a beaucoup de monde parce que d'un coup, tu as toutes les games qui se terminent, tu as les 220 joueurs plus les coachs plus les machins qui arrivent, c'est la queue de fou. Donc si tu as fini avant, C'est mieux. et si tu as fini très avant, tu peux même aller à la piscine. Mais là, il faut vraiment terminer vite. Ah, j'ai jamais fait pendant le tournoi. Je faisais Dommage. avant-après. Mais Sad. ouais. Donc non, non, la ronde contre l'Italie, on a vite évacué la table. On a eu la consigne de les laisser tranquilles et de ne pas être dans les travées. Donc on est parti. Et on suit sur BCP comme les gens et sur French Royal Studio. On a un petit WhatsApp aussi avec des petites infos plus fraîches. Mais on suit les infos sur le téléphone depuis le buffet pour Très savoir ce qui bien. se passe. Donc la première game finie, on va manger une petite salade froide. Je sais pas. Petite pâte froide, ouais. Ouais. Parce que je suis végétarien et malheureusement là-bas ils sont très friture poisson-viande. Donc normalement je mangeais des frites et des pâtes froides. Mais c'est bon. Très bien, top. Est-ce que vous êtes fait entre vous un bingo? En mode le premier qui fait un double 1, le premier qui Non, passe une charge à 12, non, même pas? non. Putain. Non, on n'a pas. Non, vraiment, je vous le dis pour moi, mais je pense que c'était le cas des autres mecs, même si tout le monde est différent. On est en mode robot. Alors, Bon. on a vraiment passé, notamment les 3 derniers jours, mais même quasiment toute la semaine, dans notre bulle, Warhammer, gagner, taper, combattre, pairing estimé. Soulever de la fente, Oui, Eye of the entre autres. Tiger. Il y a une salle de sport exceptionnelle dans l'hôtel, et personnellement, j'allais tous les matins, et ça m'aide beaucoup aussi. Très bien. Eh ben écoute, c'est ce que on voit qu'en tout cas ça a payé. J'ai mis un 17-3 ronde 1, ce qui me lance dans le tournoi de manière optimale. J'étais très content. Parce que j'allais dans cette ronde contre l'Italie, faisait partie des deux équipes, et c'est assez marrant parce que la deuxième arrive juste après, qui m'embêtait le plus sur mes tableaux d'estimés. L'Italie m'embêtait beaucoup, mais Frigide Zephyr m'a sauvé la ronde. Euh, et le deuxième adversaire, qu'on apprend du coup au buffet à Voilà, midi, donc vous avez les joué contre Belges. les Belges. Parce que, alors là, on est alors on n'est pas content, mais on est très bien au début parce que on a mis 118 et personne n'a mis plus de 110. Je crois que les Belges mettent 108. On aurait bien aimé qu'une nation un peu moins forte mette un petit 109-110 et qu'on les tape derrière. Bon, on tape les Belges, on savait qu'on allait probablement taper les Belges à un moment. Chaque année, ils sont bien placés. Cette année, ils avaient une très bonne équipe avec des très grosses listes. On espérait pouvoir taper une équipe un peu moins forte contre deux. Et donc moi, personnellement, ça m'embêtait particulièrement parce que leur roster m'embête de fou. Ils ont donc le Bloomspite qui me démolit. Ils ont un Zinch qui m'astropoutre avec une Cronspine. C'est un carnage. Ils ont un fake de mémoire aussi. Slanesh. Non, c'est ça, ils ont le Slanesh, ils n'ont pas le fake. Ils ont le Slanesh qui me défonce, la liste de Titi me défonce. Ils ont un STD qui me fait pas plaisir, même si je me suis bien entraîné dessus et que je pense que je suis positif, mais ça me fait pas plaisir.
Ils ont le Caradron qui est jamais simple à jouer en sub, même si sur pas mal de scénars, je suis bien. Vraiment, leur roster me terrifie et c'est le cas de beaucoup de nos listes. C'est pas on va pas dire qu'il y a un roster qui nous contre, mais ils ont un très bon ressort contre nous et ça s'explique parce que bah, les Belges, pour la grande majorité, déjà il y a 3 mercenaires français, la grande majorité c'est des mecs qui sont très proches de nous, voire qui jouent dans nos tournois vers le nord de la France, donc ils jouent sur notre méta. Et bah, c'est logique qu'ils essaient de faire un roster qui embête notre méta et ils l'ont très bien réussi, avec des très bons joueurs en plus, donc non, non, on n'était pas si bien que ça. En interview, je pense qu'on cachait à quel point on n'était pas serein contre eux. Ça aurait pu bien se passer, mais on n'était pas très serein. Surtout que beaucoup étaient embêtés par les scénars. Moi, pas tant que ça. Au contraire, c'était une bonne ronde pour moi niveau scénar. Mais certains de nos joueurs étaient embêtés niveau scénar sur la ronde 2, on le savait. Oui, puis la Mais, difficulté aussi, je pense, le fait que ce soit des joueurs qu'on côtoie, donc on n'a pas non plus la même approche quand on arrive à une table sur un joueur qu'on ne connaît pas du tout qu'un joueur qu'on connaît. Il peut connaître un peu, entre guillemets, vos carrément, points faibles, les choses sur mm, lesquelles on n'aime pas jouer, les c'est vrai. petits mots, les choses comme ça. Ouais, Et comme tu le dis, une méta qui est aussi connue. Moi, j'essaye de comprendre la méta française au travers de mes vidéos, mais d'autres chaînes essayent de comprendre la méta internationale et chaque pays a ses propres manières de jouer, sa propre manière de jouer. Donc, le fait de connaître comment vont jouer les autres, je pense qu'il y avait quand même un bon avantage côté pour les Belges. oui, alors après, nous on les connaît aussi, hein, Ah, c'est un jeu de descente. notamment Titi, Juju, Askelad, qui sont des joueurs qui ont beaucoup sonné le circuit ces dernières années. Nous aussi on les connaît. Notre capitaine sait en partie comment ils font leur pairing, parce que c'est grandement Titi et Juju qui font les pairings. Il a fait énormément de pairing contre eux au cours de pas mal de tournois, notamment les Worlds l'année dernière, mais pas mal de FTC. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Euh, mais voilà, il y a un autre point aussi, c'est que je pense que, comme dans tout sport, ils étaient en position d'outsider. La France est historiquement mieux classée qu'eux. Euh, et ils sont un petit peu dans le on n'a rien à perdre, on va le tenter. Et c'est ce qu'ils ont fait au pairing et sur table. Et ils ont eu raison de le faire et ça a payé. Ils sont partis sur une stratégie de on n'a rien à perdre, on va prendre des gambles et on va les jouer de manière gamble. Et ça s'est passé pour eux sur la majorité des tables, pas la mienne. Puis la table à Gumball, parce que du coup, moi je tombe sur, et je suis très content de tomber là-dessus. Et je remercie mes paireurs qui ont réussi à obtenir ça, même si ça a arrangé tout le monde, je pense. Mais je tombe contre le sub, qui a pour le coup exactement la même liste que moi, sans variation. Je pense que les deux étaient contents, parce que pareil, notre roster emmerde énormément sub. On était tous les deux contents de se mettre sur la face, parce que ça t'enlève un poids de tu perds un miroir, bon bah c'est chiant, mais bah, c'est un miroir, hein. Le mec est bon, Oui, il a ça des peut dés tangibles, polariser très bien dans un sens comme dans l'autre. ouais. Donc, en fait, c'est un peu le loto et tu te décharges À en faisant. niveau égal, c'est le loto. Hmm. Il va se passer des choses, et il l'a reconnu, on a parlé, qui fait que j'ai pris l'ascendant, alors que sur les gros jets de dés, on va dire les initiatives sur un miroir comme celui-ci, surtout sur le scénario No Reward de The Autrice qu'on est collé au début, les init étaient importantes et il les a tout tues, notamment le Toast 1, mais il les a tout tues. Euh, mais voilà, ça reste un match-up où il y a d'autres jets qui sont passés correctement pour moi, mais il y a eu des erreurs de micro, de macro. Donc c'est que j'ai pris l'ascendant. Globalement sur cette partie, on a fait une grosse mêlée générale et j'en suis sorti gagnant, mais c'était pas juste des stats. Il y a eu beaucoup de peel-in. Je le salue d'ailleurs, hein, si regarde la vidéo, on a passé une super partie, c'était très agréable. Mais oui, il y a eu des petites erreurs de peel-in, de micro, ce qui fait que parfois j'ai mis plus de dégâts que je devais en mettre et lui m'en a mis moins, sans même parler des dés en termes de séquencement. Hmm. Donc voilà, il y a quand même eu des erreurs. Ce qui fait que j'ai une 15-5 ce miroir, ce qui m'est très très bien. C'est le premier résultat qui tombe, on finit la partie assez vite. Même s'il y a eu beaucoup de réflexions des deux côtés, des grands moments de vraiment joueur d'échecs de 15 minutes, de t'es comme ça, tu regardes les 6 fixes sur la table et tu dis qui je touche. Alors que à niveau, on va dire, amical, c'est juste, oh, je tape avec lui, tu réfléchis pas. Mais là, on sait qu'on a 1h45 chacun pour bouger nos 7 filles. Donc on prend le temps de la réflexion, mais bon. Donc je finis sur mon 15-5. Là, encore une fois, je pars en interview, on fait l'interview, je raconte la grosse mêlée générale qui s'est passée. Et là, pour le coup, je regarde un peu plus les copains parce que c'était moins tendu. Déjà, on joue tous en français, ça aide un peu parce que même si on est aussi sélectionné sur notre niveau d'anglais pour pouvoir tenir des discussions avec les arbitres et les adversaires en anglais, bah t'es moins à l'aise en anglais et ça crée parfois plus de tension ou autre. Alors que là, c'était les potes belges, donc ça passait bien sur quasiment toutes les tables. De mémoire, ça s'est bien passé sur toutes les tables. Donc
ouais, là, je regarde un peu plus et surtout que la ronde était tendue. Sur l'Italie, je savais que ça se passait bien, ça déroulait. Là, très vite, en sortant de ma game, je comprends que ça glisse de partout. C'était visuel, c'était un carnage de partout. Et donc là, tu peux pas lâcher, tu te dis: «Go les gars, faites quelque chose». Tu rien le droit de faire, hein, je ne dis rien, je ne fais rien, mais donc là, j'ai pas mal regardé et petit à petit, en fouillant un peu des feuilles de score, en passant derrière les épaules, tout ça, là, je commence à faire les calculs dans ma tête que faisaient mes coachs aussi et là, je commence à faire le calcul, ça va être un carnage. Et ouais, c'est un carnage. On perd 60 à 100 ou 50, ouais, ça, 60 à 100, je crois, tout rond. Ce qui est une belle fessée. Euh, Il y a trois tables, du coup. La table Caravan contre Luminette, la table Slanesh contre Tank. Peut-être une troisième? Non, c'est tout. C'est ces deux tables où, en gros, ils ont pris un vrai gamble au pairing, notamment mon Titi et Juju qui jouaient ces deux listes, qui ont décidé eux-mêmes de se mettre dans des match-ups pas forcément positifs, mais où ils savaient qu'ils avaient une carte à jouer. Ils l'ont joué. J'ai cru comprendre qu'en fait, paradoxalement, le fait que j'ai fini vite ma partie a peut-être déclenché un peu l'allumette. A priori, ils ont eu un petit time-out chacun où on leur a dit: les gars, on vient de perdre le miroir sub, c'est chaud, allez-y comme des bœufs. Ils y sont allés comme des bœufs, ça s'est bien passé. On a eu de la moindre réussite, ils ont eu plus de réussite. Ils ont pris, ils ont joué autour et ils nous ont mis deux culs sur ces deux tables, ce qui a soulevé la travée. Le reste, je crois que ça passe correctement partout. Il y a notre Séraphon, on espérait plus de points. Je crois d'ailleurs qu'il perd 8-12. On espérait qu'il gagne. Il y a eu là aussi, je crois, un ou deux miscasses mal placés. Comme ça arrive parfois qu'on vous Séraphon. Donc non, la ronde est partie complètement en vrille, mais pas qu'à la chance. Hein. On n'a pas eu de chance, mais moi j'ai eu de la chance sur ma table. Eux, ils ont joué autour de leur chance sur les deux bonnes tables. Donc non, ils ont mis une belle fessée. En effet, donc ça nous fait et ça vous fait une grosse défaite, Mm. entre guillemets, ce qui va vous faire descendre au tableau des scores. On est donc à 1-1. Ça fait, je pense, ça fait une situation, ça nous met dans une situation compliquée, parce qu'on commence déjà à se dire, ok, donc si on veut revenir, il faut qu'on gagne tous nos matchs, il va falloir qu'on mette des grosses victoires. Mais Mm. d'un autre côté, on commence à se poser en sous-marin, en se disant, C'est bon, ça. on descend, donc on va jouer des nations qui sont censées être plus faibles, dans lesquelles on va pouvoir scorer plus. Mais je pense que le moral est quand même aussi un petit peu affecté à ce moment-là, en se disant, bon, voilà, la marche est là, on a glissé, on n'a plus le droit de glisser, donc tous à la piscine. Alors le moral, et je le dis sans langue de bois, et je pense que j'ai déjà commencé dans cette vidéo et je continuerai sûrement après, je serai le premier à dire les problèmes qu'on a eu au sein de l'équipe. Le moral allait très très bien après contre la Belgique. Je dirais pas que ça nous a ressoudés, mais ça nous a mis une baffe. On savait en se lançant contre la Belgique que c'était une proba, hein, qu'on se fasse battre, ça a été confirmé, on s'est fait battre. Non, ça allait bien. Et effectivement, comme tu as dit, de toute façon, pour être champion, on partait du principe qu'il fallait gagner tous nos matchs. En perdant contre la Belgique, sachant qu'on avait fait un très gros score à la première ronde et qu'on allait effectivement sous-mariner très probablement la troisième, voire peut-être la quatrième game, on sait que si on gagne tous nos matchs, c'est encore bon. On le sait. On n'a Mathématiques, plus notre destin en main, parce que si les Belges gagnent leurs 4 parties, bah, ils eh sont bien, ils champions. sont champions. Eux, nous, on n'a plus le destin en main, ça dépend plus que de nous. Mais si on fait nos 4 wins et des belles wins, on sait que y a très forte chance qu'on soit premier. Euh, et voire même, voilà, on sait que du coup, en troisième partie, on va affronter la Norvège le samedi matin. Ça, on le sait dès la fin de la ronde contre la Belgique, qui est un pays correct. On les avait affrontés avant l'événement, 5-6 de leurs joueurs. Alors, on ne sait jamais s'ils étaient à 100%. Nous, on n'était pas à 100% sur nos parties. On a joué. On ne sait pas si eux-mêmes étaient à 100%, mais on n'a pas senti un niveau stratosphérique. Ça jouait, ça joue bien, ça a des belles listes, mais on sait que c'est un pays qui est très accessible pour nous. On est content. Et on sait que si on leur met un gros score et que derrière on arrive encore à choper un pays pas top top, on peut vraiment remonter à fond. Et on le sait et on est à fond là-dessus. Donc on bosse la Norvège le soir et on bosse les pays qui potentiellement contre lesquels on va tomber contre en deuxième partie. Mais non, non, on est forcément coup au moral, mais vite oublié, partie terminée, go next, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. On était à fond. Très bien. Donc, remotivé, Ouais. la piscine a aidé, les pairings sont préparés. On commence à préparer les pairings du quatrième match parce que vu Mm. qu'on est en rente suisse, en faisant des produits en C'est croix, ça. on arrive à virer toutes les personnes sur lesquelles on ne peut pas jouer, les Mm, adversaires mm. qui ont déjà joué, ainsi de suite. Donc, on se fait un champ lexical d'adversaires. Vous arrivez sur votre troisième partie, on est motivé, on rentre dedans, ça se passe bien. Toi, tu affrontes. Moi, alors, je suis bien contre la Norvège. Et je retourne contre le miroir de Sob. Ah oui, un sub, oui, tu vas Euh, manger. mais miroir de Sob très différent parce que donc d'une part il a une mauvaise grande stratégie qui ne valide que s'il me table rase, donc c'est chaud.
tour de blanc, il la mettra jamais. Alors que moi, je l'ai automatiquement, je dois tuer tous les sorciers. Et OK. on est sur un scénario très différent, on est sur ressources limitées, donc 6 objets, déploiement en longueur, c'est très chiant sur les tables d'Amsterdam de jouer en longueur. Hem Et adversaire qui, contrairement au SOP belge, avait accepté de perdre 8-12 à la grande strat. Donc 7-13. Il jouait pour. Alors que le belge, il avait sûrement eu pour consigne de tenter le 17-18 en fonçant dessus au risque de perdre beaucoup plus. Donc game très différente. Je pense avoir capté dès le déploiement qu'il voulait se la jouer tranquille. C'est lui qui a eu le toss, encore une fois, malheureusement. Les 3 premières parties, on était tous les deux en 3 drops, ce qui est quand même relativement rare. J'ai perdu les 3 toss. Relou. Euh, et je sens qu'il veut jouer tranquille. Et du coup, je décide de. Il me laisse le premier tour. Et je décide de le favoriser dans ce gameplay de jouer tranquille. En fait, je vais premièrement faire un move qui va me permettre de mettre 5 points T1, donc en leur prenant un objet. Et en plus de faire une tactique avec mon War Stamper, c'est mettre ma Nullstone sur un objet. En fait, du coup, mon War Stamper, je le fais courir auto dans son coin droit, sur son objet, loin de son dispositif. Et le reste, je le joue super safe. Et là, je lui dis, bah à toi de jouer. J'ai plus d'objets que toi. J'ai fait ma tactique et j'ai un géant chez toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il a fait ce que j'espérais qu'il fasse et ce qui était logique de faire vu son déploiement le mien. Il a balancé ses 3 géants dans le mien, qui était en heure de gloire, Ward Assist avec la prière. Enfin, j'avais tout fait pour essayer de le sauver. Mais en fait, il ne pouvait pas faire plus que 4 points en faisant ce plan de jeu. Et il crame sa prière de plus 2 de move parce que mine de rien, il était assez loin. En fait, je lui fais cramer pas mal de ressources. Je délocalise ces 3 géants et j'ai plus d'objets que lui. Enfin, à la fin du tour, on en a 3 chacun. Mais j'ai un point d'avance et ma grande strat. Donc là, je commence à avoir creusé un tout petit écart. Et bon, malheureusement, mon Hearthstomper meurt. Là, c'est pas de chance. Il réussit son roar, il fait des bons jets de dégâts. Moi, je rate mon roar. Enfin, il y avait Brod, donc il fait ça de plus, je peux pas faire mon roar. C'est vrai que mon géant meurt. J'espérais quelque part, même si j'avais assumé qu'il allait probablement crever, j'espérais qu'il survive. Là, quelle que soit limite, ça le bloquait ou ça fait que je pouvais retaper un peu avant de mourir. Donc, un peu déçu qu'il meure, mais ça changeait pas grand chose à la game. J'ai limite, je le laisse jouer, mais là, du coup, il est beaucoup trop loin. Il va juste faire son tour en faisant une tactique et en prenant un objet. Et donc, en fait, je commence mon tour en ayant perdu juste un géant, mais en ayant potentiellement un point d'avance, parce que moi, je vais jouer et je vais pas remettre 5, je vais remettre 4, donc on sera à égalité. Mais je suis safe, c'est moi qui me suis mieux placé. J'ai pu tuer ces petits pendant ce temps-là avec des petits tirs, des petites charges opportunistes. Donc je suis bien mieux. Et en fait, là, je comprends vraiment qu'il part sur ce gameplay. En fait, on s'est tourné autour. J'ai délocalisé sur un coin, moi, je suis parti sur l'autre. Et on a fait un tour d'horloge. À partir de ce géant qui est mort, il y a juste au T5, il y a eu un combat de géant, mais qui servait juste pour une tactique. C'était même pas pour se tuer. Sinon, il y a eu des petits combats de gros contre des petits contre des petits pour se régler sur des combos, faire des tactiques. Mais donc c'est une partie très très stratégique. Je lui fais rater, enfin il rate tout seul une ou deux tactiques parce que du coup il était moins bien placé que moi, parce que j'ai pas tué le géant qui lui permettait de faire intimidate, parce qu'il a pas pensé à suicider son géant soin pour faire intimidate, celui qui fait intimidate trop tard, donc il tente pas la tactique du tir, alors que moi je l'attends, mais je la rate je crois, donc je rate quand même une tactique. C'est que je suis par gagner de mémoire 15-5, je fais la même chose que contre le premier sub. On estimait sur sub qui était censé être à 10 ou 11 si j'avais on strat, apparemment c'est 15. Voilà, je tape sur 15. Encore une fois, une game qui s'est terminée très vite, même si on a quand même beaucoup réfléchi. Donc, je crois qu'encore une fois, je suis le premier à finir ma partie. Euh, Très content. Oh. 15-5. Et là, comme la première game, je fais un vite fait. En fait, à chaque fois, j'étais tout à l'opposé. Je devais traverser toute la travée pour aller voir French Forum Studio. Je regarde vite fait toutes les tables. Ça se passe bien. C'est pas aussi flagrant que contre l'Italie, mais clairement, on n'est pas au niveau de la Belgique, quoi. Les tables, là, il reste des figues de notre côté, quoi. Donc, là, Donc on était bien. motivé. Ouais. Tu as donc bien conduit ta partie. On comprend que tu arrives à, on va dire, lire l'esprit de ton adversaire. Tu es dans sa tête, Alors là, comprendre son plan c'est. de jeu. Ouais, là, j'étais plus sur du comprendre son plan de jeu. J'y reviendrai sur ce que je vous ai un peu tease au début, contre l'anglais et le danois. C'est là où vraiment s'est passé des choses. Là, c'était des parties où. Et c'est les listes qui ont un peu imposé ça. Des parties où c'était. Voilà, c'était pas. Il y avait. Je sais pas comment dire. En termes d'interaction avec l'adversaire, c'était clean, il n'y avait rien. Oh. Les duels de sob, il n'y a pas grand chose en termes de micro et de macro qui nécessitent des vérifications où tu peux feinter l'autre ou autre. Donc, bon, ça, c'est des parties propres, il n'y a pas eu grand Oui, elles chose à sont faire. très lisibles. Ouais, Mm. c'était visible, il n'y avait voilà, pas grand chose à Très bien. faire. Donc la France va gagner. Ça va nous propulser dans les tableaux. On remonte. On remonte bien. De mémoire, on est sixième ou septième. Mais on a eu de la chance, quelque part, on n'a pas du tout visé. Il y a eu zéro calcul hein, tout le long du tournoi.
essayer de gagner nos rondes au max possible. Mais là, à 3 points près, en fait, on est derrière je ne sais plus qui d'ailleurs, peut-être même l'Italie. Ce qui fait qu'on va affronter la Serbie. On aurait fait 3 points de plus, tout cumulé sur n'importe quelle ronde, on aurait affronté l'Angleterre, ronde 4. Ce qui fait que probablement, si on battait l'Angleterre, derrière on aurait affronté le Danemark et Pologne, ou des pays comme ça. Alors que là, on va affronter la Serbie à la 4e ronde. Serbie qui, historiquement, est toujours fond de classement. Là, ils avaient une équipe avec 2 mercenaires, notamment Toff, un français, et Emma, une américaine, qui joue bien. Et des listes très correctes, qui fait qu'on les sous-estimait pas, mais on sait qu'on était au-dessus. On sait qu'on était largement au-dessus. Et donc là, vraiment, on peut parler haut et fort d'un sous-marin. On affronte la Norvège ronde 3, into la Serbie ronde 4. On est vraiment sur la trajectoire du sous-marin qui est en train de remonter à balle. Et là, on le sait, on a les cartes en main, on met un cul à la Serbie. Et le lendemain, on affronte 2 gros pays, Angleterre, Danemark, Pologne, ou un Amérique, Australie qui est passé par là. Et si on bat les deux, et quasi sur la Belgique qui était déjà redescendue, on était 30 points derrière la Pologne, mais on les affrontait. On était 10 points derrière le Danemark, mais en fait on pouvait encore les affronter. En fait, les deux pays qui étaient potentiellement devant nous, après avoir hypothétiquement battu la Serbie, on allait les affronter le lendemain. Donc là, on avait les cartes en main. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre dans le système, c'est qu'en effet, la Pologne, pour ceux qui n'ont pas suivi, ont fait un très très beau parcours. Le Danemark, le parcours, ils gagnent tout le temps, entre guillemets. Ils ont eu un parcours mitigé, comme nous au début. Mais ils ont eu une défaite contre la Pologne, justement, de mémoire. Contre les États-Unis. Ah, non, ils ont bien battu la Pologne d'ailleurs. Ils ont fait une toute petite victoire contre l'Angleterre et ils ont tout petit peu perdu contre les États-Unis. Voilà, et en fait, dans ce schéma, ce qu'on ne veut surtout pas, en fait, c'est avoir des gens qui sont devant nous qu'on ne pourra pas jouer. Parce que ça veut dire que si eux continuent à gagner et que nous on gagne, mathématiquement, ils sont devant nous. Là, on est dans une situation où le ciel s'est ouvert et en effet... Il y a 4 pays devant nous, et ils vont s'affronter et nous on va les jouer. Et on tapera les vainqueurs en fait. Donc voilà, on a les cartes en main, on le sait. Là, c'est let's go la Serbie, on les satellise. Et derrière, les deux autres, on fait des belles wins, petites wins, grosses wins, on prend tout. Et let's go. Donc là, on est à fond. On est à fond. On n'avait pas trop bossé les pairings contre la Serbie, on va pas se le cacher. Mais leur roster était mal foutu contre le nôtre. On était plutôt serein au pairing, ils étaient plutôt sereins. Ils ont eu le temps de faire 2-3 faux pairings pour voir. On était serein, donc on y va. On mange, petite salade de pâtes. Tac, je crois que ce jour-là, il y a eu des petits fromages frits. Je me suis mis bien. Je comprends, ça fait plaisir. Ah ouais, je me suis mis très très bien. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, au moment où la France, on apprend qu'on va jouer contre la Serbie, moi j'étais sur Honest Wargamer et ils avaient un Américain qui était là, un ami, qui faisait il interviewait les gens et du coup il va interviewer la nana Emma exactement, et qui est une personne haute en couleur, qui explique un peu son parcours, comment elle est donc américaine, qui est beaucoup avec Honest Wargamer et mercenaire pour les Serbes. Voilà, et qui explique un peu son parcours, qu'elle joue doc, machin truc bidule, et donc on sent à la manière dont elle l'amène que je me suis dit mais attends, mais c'est pas elle qui parlait là, et justement qu'ils étaient, on va pas dire boiteux, mais que voilà, il y avait ils étaient là, ils étaient contents d'être là, ils faisaient des matchs. Et l'équipe de la Serbie, j'ai pas tous les détails, mais dans les grandes lignes, ils ont 5 Serbes et 3 mercenaires, je crois. Les mercenaires, ils les ont trouvés plutôt facilement, mais jusqu'à une semaine avant de rendre des listes, il y avait un de leurs Serbes qui avait annulé, il fallait qu'ils trouvent un 5e Serbe, et ça n'a pas été simple. Donc ils n'étaient pas sûrs jusqu'au dernier moment de pouvoir venir, ils étaient effectivement déjà très contents d'être là. Exactement. Donc ils n'étaient pas du tout prévus d'affronter la France à la 4e ronde. C'était pas dans les plans. Ils étaient très contents, c'est génial pour des équipes comme ça d'affronter des grosses équipes qui, bon, même si nous là on était en train de revenir, mais historiquement la France est une grosse équipe, donc eux, ils ont fait malgré tout des bons résultats. Ils ont fait des très bons résultats. Ils n'étaient pas là pour rien. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, moi j'étais content, je me suis dit allez go, on y va. Donc là on a bien mangé, on est parti, on attaque les pairings. Toi tu vas encore jouer un sub, c'est ça? Non, c'est fini. Ah non, c'est fini? Non, plus de sub jusqu'à la fin du tournoi. Sachant que j'en avais fait un contre l'Espagnol, la Shadowrun qu'on a fait avant, j'avais joué contre leur sub. C'était drôle. J'avais fait 3 miroirs sub, sachant que, je l'avoue, le miroir sub, c'est un des match-ups que j'ai le moins train, je ne l'avais jamais fait. Mais je pense que je savais quoi faire. Je l'ai fait dans ma tête contre moi-même. Et ça, c'est marrant, mais c'est vrai que souvent, quand on va jouer contre des amis, qu'on va jouer au club, on propose un miroir. Je me dis, flemme, j'ai pas envie de jouer. Et en fait, quand tu arrives en tournoi, moi, c'est une expérience que j'ai vécue notamment dans la région, où des fois, sur des tables à côté de moi, il y avait des miroirs. Il y en a beaucoup, les miroirs. Et les gens, je les voyais partir au bar. Et je leur dis, vous ne jouez pas? Ils disent, ah non, c'est le miroir flemme, on fait un 10-10. Et du coup, en fait, tu arrives dans des matchs où finalement, tu peux pas faire ça avec ton mec. Tu vas pas lui serrer la main, merci monsieur.
Et donc, tu as aucune expérience? Tu as pas de data, tu as Sachant pas de que données? là, au World, j'ai pas les stats, mais il y a eu beaucoup de miroirs à la fois Sob et Corne, donc c'était les armées les Mmh. plus représentées avec 24 de chaque. Il y avait une, notamment une travée, une ronde, je crois que c'est quand moi je jouais contre le Belge, où l'arbitre vient nous voir et me dit oh, miroir Sob. Je vais aller voir toutes les travées. Il y a 9 travées où il y a un miroir de Corne. Donc sur les 24 joueurs Corne, il y en a 18 qui jouaient contre eux-mêmes. Mmh. C'est génial. Et des Sob, il y a très souvent eu 3, 4, j'en envoyé plein de miroirs. Ça s'explique parfois au péril, il y a des raisons qui veulent que les miroirs soient favorisés par. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, les Serbes, le pairing se passe très très bien. On était sur un, vraiment, on avait tous beaucoup de bons match-up. Ils avaient des listes très bizarres, hein. Ils ont une cosse qu'on peut appeler un White Dwarf. Euh, ils ont des listes étonnantes, donc on était bien. On avait bien placé nos scoreurs qui ont d'ailleurs très très rapidement mis des Q. Je crois que très vite, on a un 18, un 19, un 20 qui sortent. Le Cos, le Seraphon, le Gloom. Donc vraiment, les deux et potentiellement le Cos aussi, qui étaient nos scoreurs, mettre 18, 19, 20 en 1 heure et demie, on est bien. Moi, la partie, elle est partie très très bien. J'étais serein de fou. Et elle est un peu glissée. C'était aidé par le scénario. J'étais sur Nexus Collapse. Ouais, s'ils m'écoutent, j'en veux beaucoup à mes coachs, je me remis là-dessus. C'est un scénar horrible à gérer en sub parce que bon, de base, c'est un scénar qui est horrible. Hein, donc, bien quelqu'un se le tape. Mais en sub, en fait, on met nos tactiques sur les objets et du coup, en fin de game, quand tu dois faire la différence parce que tu as battu ton adversaire en mettant des tactiques mais tu n'as plus d'objets, bah, moi, je peux plus mettre de tactiques. Donc, vraiment, j'arrive pas à creuser sur ce scénar. Et en plus, bah, ma grande strat, elle est pas auto, donc faut que tu tues tous les sorciers. Elle, sa grande strat, c'était une joueuse serbe, par capitaine, je crois. Natacha. Sa grande strat, c'était que son général, qui est un gros ton à 16 PV, save avec 4 plus un sous la lune, plus un machin, tout ça. Ward à 5 qui se régène de D6 deux fois par tour, soit en vie. Moi, c'est le genre de pièce que je galère à tuer, parce que je peux pas one-shot un truc à 14 PV, Ward à 5, à part avoir de la chatte. Et si je le tue pas, bah, elle se soigne, elle se soigne, elle se soigne, c'est reparti. Très difficile. D'ailleurs, Ward à 4, pas Ward à 5, Ward à 4, et à chaque fois qu'elle prend des dégâts, à la fin de la phase, sur un 1, elle perd sa Ward. Je crois que j'ai dû faire 10-12 G, c'est le dernier round 5 qui passe. Donc match-up compliqué, mais il part très très bien. J'ai la première init, je peux lui laisser jouer, je me suis mis un point derrière elle, je crame ses deux objets, elle est obligée de me rentrer dedans pour faire une tactique, je le punis avec quasiment 6 trolls qui meurent contre un man crusher, donc je suis trop bien. Derrière, j'ai mon double tour, sachant que sur le début de mon double tour, j'ai mon Gatebreaker qui charge truck, qui fait un 13-2-3-D6 qui arrive sur son décor, sur son Scragot, sachant que sur son tour, scandaleux, sur son tour, sur son T2, j'ai mon Warstomper qui chope un troll, il me faut un 6 pour le faire parce qu'il a 4 PV, donc je le chope 4+, je le balance, je mesure son petit sorcier à la con là, qui met Et il moins le un prend dans save, la le gueule. petit chaman, il a 11-9 de moi, dans sa face. Alors, je lui enlève un sorcier qui t'enlève moins 1 de save, T automatiquement en claquant des doigts, T sur son T2, T3. Donc sur mon T2, j'ai mon Gatebreaker qui arrive sur son décor et sur Scragrot. Je mets tout sur Scragrot avec la Gatebreaker en plus un touche. Je lui fais 0 dégâts. Là, je fais ah merde. J'ai le double tour. Je fais allez, let's go. Je le fuis. Parce que si je le tue, c'est ma grande strat. En plus, là, si je prends le tour, bah, à mon tour, je peux péter son décor. Et si je rate, à son tour, je peux re-essayer de péter le décor. Donc, je prends le tour, je rate de péter le décor. Je mets tout dans Scragrot, 2 PV. Ah coup dur. Donc chiant. Pendant ce temps-là, il y a Brod et le Warstomper qui ont fait du taf, mais pas ouf non plus. J'ai enlevé globalement à la fin de mon tour, il y a Scragrot engagé avec mon Gatebreaker, son général avec 4 trolls autour, Trug. C'est tout. Moi j'ai tout en vie. Je suis sur tous Sacré les travail, objets. hein. Sachant que je suis sur tous les objets et il en reste 4. J'en ai cramé 2 à son tour. Bon, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais le décor n'est pas pété. Elle joue, je pète son décor à son tour, ça se passe bien. Elle me tue deux petits, elle me met mid-life un gros, et on est égalité au point. Bon, j'ai l'initiative, ce qui me met bien, mais c'est elle qu'elle j'ai pour cramer. Donc elle en crame un chez moi, c'est chiant, mais j'ai l'init, c'est quand même, je pense, le plus important. Fait que je la prends, Skragroth s'était replié, et là elle commence à être un peu partout, donc je dois faire des tours chiants, parce que je dois tuer Skragroth, je dois tuer son général, je dois tourner autour de truc, je dois rester sur les objets, et je fais un super tour. Je crois que je tue Skragroth, mais c'est chaud, ce qui fait que je peux pas mettre beaucoup dans son général, donc il meurt pas du tout. Elle fait son tour, elle arrive à trouver une tactique plutôt bien pensée, donc elle remet égalité. J'ai l'init, elle a l'objet Elle le brûle. G pour brûler, donc c'est chiant, là je me fais brûler l'objet, je suis plus sur tous les objets parce que j'ai dû aller tuer Skragrod elle a très bien joué, elle a mis ses ressources au milieu de la table loin des objets, donc je pouvais pas y aller dessus, donc à chaque fois elle arrive à les reprendre les objets, donc elle score,
Et on arrive à une init T5 où globalement, je crois que j'ai à peine un point d'avance. J'ai déjà ma grande strat, mais elle aussi, parce que son mec est pas encore mort. Et en fonction de qui va avoir l'init, elle va réussir à mettre 5, à pouvoir 5 me bloquer. Et heureusement, j'ai l'init, ce qui fait que moi, je peux faire mon tour 5, mon tour full. J'arrive à lui tuer sa grande strat. Donc là, je creuse, je fais 13-7. Mais je crois que si elle avait init T5, c'est elle qui gagnait 12. Donc la partie, vraiment, elle partait trop bien. Et ils m'ont fait que le Gatebreaker tape 2 tours complets dans Scragrod sans lui faire un dégât, c'était horrible. Mais bon, c'est des choses qui arrivent en sub. Euh, Ah bah c'est le problème quand t'as beaucoup de profils qui touchent à 4 ouais. ou Et Ward à 4 en face. Hein. Elle ça. n'a pas été scandaleuse sur les wards, mais en fait, premier tour, je lui fais rien. Deuxième tour, elle ward beaucoup. Et je lui fais 2 dégâts. Mais je lui ai pas fait grand chose. Donc ça arrive, ouais. C'est le jeu de. Mais mon plan de jeu, c'était de me foutre entre son décor et Scragrod, être là, péter le décor, c'est un 3, j'ai 2-3 essais. C'était mon plan de jeu. Le minimum syndical est passé, j'ai pas eu Scragrod, j'ai pas pu m'en voler. Très C'est bien. la vie. Donc une partie maîtrisée grâce une fois de plus au plan de jeu que tu avais. Tu as rattaché les wagons parce que Ouais. le train a un peu failli déraper. Exactement. Mais c'était une super partie. Parce qu'il est parti jusqu'à la fin. Quoi. Ouais. Bah, sur Nexus Collab, ça fait souvent des parties vraiment où jusqu'au bout, ça se joue rien. Et jusqu'au bout, ça se joue rien. Donc, non, c'était une super partie. Top. Donc victoire de la France, on finit le samedi. Belle victoire. Grosse victoire, oui. On remonte et là on arrive le dimanche matin. Angleterre. On sait qu'on va jouer contre l'Angleterre. Mathématiquement, de toute façon, c'était pas très loin. C'était soit ça, soit l'autre. Eux, soit le Danemark, et ça allait être le suivant. Et c'est 2 pays contre lesquels on s'était préparé à l'avance. On avait évidemment beaucoup plus préparé les rosters anglais, danois et un peu américains que tous les autres. Donc on a refait une passe évidemment, parce que là en plus on avait les 4 scénarios, donc on peut se focus dessus. Mais les Anglais, on a fait chacun une, voire 2, voire plus, certains en partie contre chacune de leurs listes. Donc là on est aiguisé, on est relativement serein contre les Anglais et les Danois. Ils n'ont pas des rosters qui nous comptent plus que ça, c'est des rosters très proches, à les jouer. Quoi. Les Anglais ont un roster beaucoup plus agressif, avec des listes beaucoup plus gamble, beaucoup plus agressives, qui peuvent vraiment sur un double tour 1, 2 ou 2, 3 faire très mal. Là où les Danois qu'on affrontera après ont un roster beaucoup plus safe, avec des armées beaucoup plus stables, qui peuvent s'envoler, mais des armées qui sécurisent beaucoup plus les parties, qui leur correspondent plus, je pense. Bah, c'est un peu le sentiment qu'on a pu avoir sur l'exercice numéro 6 que vous ferez, où bah, eux ont besoin de sécuriser des points, ils vont mettre en place un plan de jeu, on va dire, de la tortue, et nous, on va être sur le fer de lance, et malheureusement, bah, on verra plus tard ce qui se passe. Donc les Anglais, on est prêts, à savoir que les Anglais, on les a beaucoup joués, c'est une grosse nation du wargame, ils sont connus pour ça. Il y a souvent eu des bruits de couloir comme quoi il y avait un peu de favoritisme parce que ils sont anglais, ils avaient les règles avant, donc quand on arrivait au World, ils avaient de l'expérience en plus. Là, c'était pas le cas parce que tout le monde jouait avec le même jeu depuis 1 an et demi. Voire eux avaient déjà la V4 en tête. C'est ça, exactement. Donc, on va dire que c'était la meilleure année pour les jouer. On n'avait jamais réussi à les battre, on les avait beaucoup boxés, beaucoup fait saigner. Là, on arrive, on est motivé. Où on est? Là, on a les dans la bouche là. C'est un pirate qui part à l'abordage. Ouais, on veut les fumer. On a une problématique qui est toujours la même avec les Anglais, et je le dis sans aucune retenue, beaucoup de leurs joueurs sont des tricheurs. Des tricheurs connus dans le milieu, des tricheurs qu'on a pu voir pendant les solos tricher en direct, en stream parfois. On le sait. On n'arrive pas à faire en sorte que ce soit arbitré, que ce soit puni. On le sait, on sait quoi faire, on sait sur quoi ils vont essayer de tricher, et on va jouer autour. Mais c'est toujours une problématique parce que très souvent, certaines de leurs triches sont improuvables. Ça va être parole contre parole et c'est tellement subtil. c'est pas subtil, mais c'est que. Mais littéralement, t'as ta figue qui est là, tu la prends, tu la mets là, le mec appelle l'arbitre, il dit viens de bouger sa figue. Lui dit non. C'est chiant. Bah, On en est là, enfin, je grossis les traits, mais on en est là parfois. C'est pas des il a joué cette règle comme ci, comme ça. Non, parfois on est sur des trucs. C'est tellement gros en fait que l'arbitre peut rien faire à part une capuce en fait. Mais le problème c'est que personnellement, et ça n'implique que moi, il y a certains joueurs, notamment un de leur équipe, 3 ans que je suis sur le circuit, à chaque tournoi, ils trichent, les arbitres l'entendent, il n'y a pas forcément de preuves, mais parfois si, il n'y a rien. Quoi. Donc on est un peu foufou là-dessus. Mais bon, on sait sur quoi ils vont tricher, on va les avoir au tournant, on a des techniques pour essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent pas. On est bien.
Les pairings se passent correctement. De mémoire, c'est pas ex on est positif, c'est pas exceptionnel, mais on est bien. Je crois que nos scores sont pas trop mal. Heu, Moi, j'ai une petite frustration personnelle, c'est qu'en fait, Fresh Fire Game Studio streamait 2 tables et en fait, au Worlds, contrairement au FTC ou autre, les tables sont dans l'ordre des scénarios. Donc table 1, table 2, scénario 1, table 3, table 4, scénario 2, et cetera. Donc Fresh Fire Game Studio avait toujours le scénario 1 et 2 et on n'avait pas pu négocier autrement, c'était toujours comme ça. Et moi, j'étais jamais envoyé en première def parce que ça se mettait pas bien pour les pairings. Donc j'étais jamais streamé. Et là, contre les Anglais, je suis pas envoyé en première def, mais je suis envoyé en contre et ils me prennent. Donc, je suis censé être premier scénar. Donc j'y vais, j'installe mes objets, je suis focus, machin. Je fais ma petite photo écrite sur Game Studio pour l'overlay. Et là, on m'apprend en plein milieu que ça va pas être moi parce que les Anglais ont fait un caca nerveux et que l'adversaire que je joue, qui est pas le plus gros tricheur, mais qui est connu pour parfois faire des petites dingueries, veut pas être streamé. Donc, je serai pas streamé. Petite déception personnelle, c'est dommage. En effet, Euh, ça se comprend. ouais. Donc moi je joue contre Tom Mosley, un joueur historique anglais. Ça faisait 3 ans qu'il ne jouait plus, qu'il était capitaine non-joueur, mais il s'est illustré notamment à Atlanta en faisant un très beau parcours avec sa liste Scaven Full Cloche qu'il avait sorti de son trou à rats. Et il avait été jusqu'en finale où il perd du coup 2-0 contre 0-2 contre Spoon qui devient champion du monde, donc il est vice-champion du monde à Atlanta. Là, il jouait Scaven, une histoire très différente en vrai, hein, quand on connaît bien Scaven de la liste d'Atlanta, mais dans les grandes lignes, c'est pareil, il y a des cloches, il y a des rats, il y a des pistils. Mais moi, elle m'embête beaucoup moins, je me suis beaucoup entraîné, notamment avec notre ami Victor, auquel on pense très fort, il est très proche de nous dans nos cœurs. Euh, et contre Damien aussi, qui jouait Scaven, notre roster, je pense que c'est un des match-ups que j'ai le plus bossé, Scaven. Et puis entre Euh, Atlanta et maintenant, Scaven, ça a quand même pris Ah, des ça a points, pris. hein. Sa liste est moins bien, Oui, notamment parce oui. qu'elle a pris des points. Il a aussi fait des choix, mais moins bien parce qu'elle a pris des points. Donc je connais très très bien la shop et je connais très très bien Skaven. Même si j'ai jamais joué Skaven, c'est une armée. On a beaucoup de Skaven en France, c'est une armée que je connais vraiment par cœur. Alors qu'elle est fouillie, on va dire. Il y a beaucoup de choses. C'est un C'est un bordel. Les bordel. mecs qui ont Mais je écrit, connais bien ce bordel. voilà, les Donc, mecs qui ont écrit le livre, je pense quand ils ont écrit la V4, ils se sont dit, on avait peut-être écrit beaucoup de merde. ouais. On repart sur Frigid Zephyr, ça va avoir une grosse importance. Euh, et voilà, là vraiment je suis focus comme jamais j'ai été focus sur ma partie, je sais qui je joue, je sais qu'il va essayer de m'avoir sur plein de points et je vais pas me laisser faire. Surtout Et, des points Scaven. ouais. Et en gros, pour pas. C'est difficile d'expliquer exactement tout ce que j'ai pu faire pendant mon premier, deuxième tour pour arriver au fait de jeu dont je suis assez fier qu'il va se passer. Mais le début de partie, c'est pas trop mal passé. On a fait des petites mesures à certains moments parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas très clean, mais de sa part, mais c'était pas grand chose. Et en fait, très souvent, j'arrivais à lui faire comprendre que j'étais avec lui, que on allait mesurer ensemble, que j'allais aider parce qu'en plus, assez costaud et faire la le tour des tables à Amsterdam, c'est assez chiant. Donc régulièrement, il me disait ce qu'il voulait faire, on mesurait ensemble et je pouvais être amené à bouger un peu une partie de ses figues. Et à un moment, une fois que cette confiance a été plutôt pas mal établie, où souvent on faisait ses mouvements ensemble, euh, il me dit je vais mettre Scabit, donc son petit héros, dont j'arrive jamais à prononcer le nom, je l'ai sûrement d'ailleurs mal prononcé. C'est son seul prêtre, il a la prière pour ajouter plus d'une attaque à son pack de pestilent, qui est sûrement la plus grosse menace contre moi dans sa liste. Et il me dit, il avait déjà bougé son pack de pestilent, il l'avait bien placé à 24 de moi pour pas que je puisse charger, machin, tout ça. Il me dit, je vais le mettre à 13-2 pour que je puisse lancer ma prière au tour d'après. Il lance sa course pour bouger Scabit et il le met à un endroit. Et moi, je vois qu'il est très très proche. Il est beaucoup plus proche que 13, il est vers 11. Et là, j'arrive en lui soumettant l'idée d'aller un peu plus loin parce qu'il y avait son Trouara qui était par là, il y avait un autre pack pour la son Messire qui était pas là. J'arrive à faire en sorte qu'il aille plus loin. Et je mesure avec lui, non mais regarde, 13, t'as encore de la marge, tu peux aller plus loin, etc. Donc on mesure ensemble, on se met à 12-8, 12-9, tu vois. Mais vraiment, au début, là où il avait quasiment posé Scravit, il était à 11 pouces. Et bon voilà, il se met là à 12-9, il finit son tour, je fais mon tour après, il se passe des choses, je reviendrai peut-être dans les détails après, mais voilà. Et après, c'est à lui de jouer. Il fait sa phase de héros, il fait des trucs, et il lance la prière de Scavit, il la lance, il l'a réussi, il dit je rajoute plus une attaque au pack de Pestilent. Et là j'appelle un arbitre, il dit mais pourquoi on avait mesuré ensemble, on a très chaud, mais attends, touche rien, touche rien. J'appelle un arbitre pour mesurer s'il a 12 ou pas. Il dit mais pourquoi on est sur Frigid Zephyr. Et du coup en fait il ne voyait pas son pack de Pestilent. Et, bah bon ça n'a pas été impactant en vrai, c'est plus une attaque qu'il n'avait pas. Mais tu vois c'est le genre de petit truc où c'est bête, mais je pense pas que ce soit de la triche. Non, C'est le genre de truc que moi je pense qu'il est malheureusement, enfin je refais une parenthèse, je l'ai pas faite au début, je voulais la faire. On joue à un jeu qui a des règles,
Et les championnats du monde ou un tournoi rajoutent des règles sur comment se comporter, comment les arbitres interagissent avec les joueurs. Et il se trouve qu'au championnat du monde, historiquement, les Danois jouent d'une manière très rude. Ils appliquent les règles à la lettre, voire parfois ils surjouent des règles que personne ne fait, et les arbitres ont toujours laissé faire. Les arbitres ont toujours laissé faire plein de choses aux Danois et à d'autres équipes, et moi je me suis dit que cette année j'allais jouer comme eux, et c'est le genre de truc en fait qu'on peut faire. Au championnat du monde, c'est le genre de truc où clairement, dans d'autres systèmes de jeu, genre à 40K ou autre, je pense que ça passerait pas. Et je trouverais ça normal, en vrai, ce que j'ai fait c'est scandaleux. En toute conscience, j'ai déniqué. Mais vraiment, je le savais quand je l'ai fait. Tu sais, quand je le mets son mec à 12-9, je le sais pourquoi je le fais. Mais lui, il le sait pas. Et je lui dis pas, évidemment. Euh, mais dans les règles du jeu, des Worlds, c'est autorisé. Donc cette année, j'ai joué comme ça. Ça en est un petit exemple, hein. Il y en a eu d'autres. Avec le Danois, j'y reviendrai encore plus. C'est la partie contre le Danois où vraiment ça a été exceptionnel. Contre l'Anglais, il y a eu deux, trois autres trucs comme ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai décidé cette année de jouer avec les règles complètes du jeu telles qu'on nous les propose au championnat du monde. Et ça fait gagner des points. Donc, C'est quelque chose que des fois on peut rencontrer dans les parties, on va dire, compétitifs, les tournois que vous faites, les FTC, FTS, FSC, toutes ces choses-là, ou des tournois de quartier qui sont un peu musclés, on va dire. Euh, des fois, on a le sentiment qu'on ne sait pas quelle est la limite à interagir avec notre oui, adversaire, qu'est-ce qu'on doit lui donner, pas lui donner. C'est compliqué. Quand on est dans un format compétitif, on est censé maîtriser l'intégralité des règles, on se challenge vis-à-vis de ça. Et en effet, faire le choix de donner des informations à votre adversaire peut le mettre dans une situation où il va devoir réfléchir. Et exactement. plus vous avez d'opportunités, plus les choix peuvent être, on va dire, étranges ou poser d'une situation dans laquelle où vous avez votre plan de jeu, vous vous dites je bouge, je vais là. Si vous dites à votre adversaire ouais mais attention, si tu vas là, moi je peux faire ça. Si tu vas de l'autre côté, j'ai rien, mais je peux peut-être aller là-bas autour d'après. Et en fait, Mm, c'est du mm, mm. temps de jeu, c'est de la Exactement. réflexion et faire un choix, c'est renoncer. Et des fois, ben, on renonce pas aux bonnes choses. Et là, c'est ce que lui, il a fait, entre guillemets. Et malheureusement, il aurait dû prendre en compte le fait qu'il n'était pas, qu'avec sur Frégis Défi, on ne voit pas plus de vie. Ouais, et il y a un autre exemple, quand il passe son Gnoll, pareil, il fait des mesures. Et moi, j'ai très bien en tête qu'à un moment dans la partie, il va devoir faire un surrun and destroy. Et en gros, pour faire un surrun and destroy en sortant d'un Gnoll, il faut que ton Gnoll soit within 12 d'un bord de table. Et j'ai repéré qu'il a mis son Gnoll au pif, mais qu'il est within 12 d'un bord de table, et ça m'énerve. Et, euh, et pour une autre raison, il voulait un peu le bouger. Et pareil, je l'ai incité subtilement à le pousser parce que ça, il y avait le décor, machin. Et en fait, tu vois, effectivement, c'est donner. Moi, je donne aucune information de manière générale. Et et j'essaye, comme tu as dit, d'essayer de donner des informations qui ne l'aident pas, voire qui le baisent. Mais il faut quand même réussir à bien. À parfois en donner des vraies des informations, parce que sinon l'autre il le voit. Si à chaque fois tu ouvres ta bouche, c'est pour lui dire un truc qui finalement un temps après l'a baisé, il Ah va plus t'écouter. mais Donc il faut réussir justement, et c'est ça que j'ai adoré faire contre lui, c'était rentrer dans son jeu sans l'aider, mais en faisant passer des trucs qui m'ont servi tout le long de la game et qui ont fait que la partie a vraiment vrillé dans mon sens. Et encore, ça aurait pu être bien, bien pire. Je fais de mémoire 14. J'ai dû les noter, j'ai noté que mes estimés. Ça va être trop long de retrouver. J'ai fait de mémoire 14 et vraiment la partie, j'aurais pu y mettre un 20. J'ai Broad qui passe 3 tours à taper sur des Plague Sensors avec le tir, les stompes, les corps à corps et j'en tue en tout 4. Mais si T1, j'étais un peu sur stade, parce que là, ça aurait été un peu sur stade, je l'ai séché, c'était 20. Genre 20 sec et sans bavure, quoi. Donc, un peu frustré là-dessus. Mais voilà, encore une fois, la partie était sécurisée, j'étais sur les objets, il pouvait rien faire, il avait quasiment pas de létalité sur moi avec sa liste. Mais du coup, ouais, je rate une tactique parce que il y a un truc qui se passe bien. J'ai Broad qui prend beaucoup trop cher, donc il est pas frais en fin de partie, je suis obligé de jouer différemment. Donc, je fais un petit 14, je crois. Mais une bonne victoire en tout cas, une bonne une victoire partie qui. où tu as le sentiment que tu as bien contrôlé, tu as pu Ouais. mettre en place ton jeu, on va dire manipuler entre guillemets C'était léger sur celle-là. ton adversaire. Mais ce coup-là, il y a un ou deux autres petits trucs à gauche à droite, notamment pareil sur des activations ou des pins où j'ai réussi à lui faire faire ce que je voulais alors que c'était absolument pas logique. Et à chaque fois, c'était en discutant avec lui, en lui disant mais regarde, j'ai encore ça. Et à chaque fois, du coup, il faisait le choix qui m'arrangeait. Et vraiment, à chaque fois, c'était ah ouais, ça a marché ce que je viens de faire, en fait. Et donc, ouais, non, c'est une partie où j'étais vraiment content de moi. Pas forcément sur le plan de jeu armée contre armée, mais voilà, sur comment s'est passée la partie contre lui. Euh, Sachant que c'est vraiment un gros joueur, quoi. Donc, et qu'il a, lui aussi, de son côté, je sais qu'il essaye de me faire pareil.
pas forcément de la même façon, mais je sais qu'il essaye de jouer l'homme aussi. Donc, avoir Mmh. gagné ce duel, ça m'a mis bien. Bah, comment dire? On peut avoir le sentiment que ça peut être des fois, offensant de dire ça, Mmh. mais si vous suivez des compétitions sportives, notamment le tennis, par Ah bah, exemple, c'est quelque chose qui est très, très présent de jouer l'adversaire. même dans Si les vous sports collectifs, suivez hein. des compétitions, notamment aussi, par exemple, e-sport, on a l'impression qu'on est sur un PC, quoi que ce soit, mais il y a plein d'interactions, des émotes, des petits mots, Avant, pendant, après, bien sûr. des mouvements faits qui, en fait, font qu'on joue le joueur. Et même, notamment, par exemple, on va prendre un autre point, Spoon a eu un tournoi assez difficile. Mais Spoon, quand il arrive dans ses matchs, il a quand même l'étoile de champion du monde. Donc, il a une aura et il va pouvoir, s'il le souhaite, jouer. Il n'est pas obligé de le faire, hein, mais il peut jouer avec ça en étant provocant, en faisant, en mettant pas en doute, mais en posant des questions à l'adversaire pour le faire douter sur certains points, parce que c'est la personne référente, entre guillemets, et donc c'est des choses que vous pouvez des fois vivre dans vos tournois, parce que vous rencontrez quelqu'un qui a une grosse... voilà, vous savez qu'il est connu pour être un gros joueur, et ainsi de suite. Moi, je sais que la première fois que j'ai joué contre Andrea, on m'avait dit, voilà, c'est qu'il y a l'équipe de France, il joue bien et tout, et donc quand on Ah, c'est arrive, l'impression, hein. on n'est pas exactement comme si on jouait contre son pote à qui on joue tous les dimanches avec une clope au bec, quoi. Donc, c'est des choses qu'il faut, je pense, prendre en compte aussi. On ne peut pas les prendre en compte dans le pairing parce que c'est trop compliqué, mais sur table, savoir des fois jauger un peu l'homme, ça peut être pertinent. Donc là, on finit la round contre l'Angleterre, on gagne de pas grand-chose, la France est debout, la France est heureuse. 91 de mémoire. Ce qui Oui, est honnête. C'est pas une honnêtement. grosse victoire, mais c'est une victoire quand même, hein. C'est pas inégal, hein. Ah non, C'est une non, oui, victoire oui, et on est très on fiers. n'est pas à 3 points près. Ouais. Euh, Vraiment, je pense que tout le monde est heureux. On se serre dans la main, le regard franc. On se serre la Et main, la main humide, parce oui, que les tables où les ça a gros triches, stressé. non, ça a stressé. Et non, je disais humide plus. Ouais, non, c'est les tables où les tricheurs ont été censés être mis sous contrôle, les tricheurs On ont trichait. triché. Euh, je le dis. Le radar Il français y a n'a une. pas été Ah opérant. non, mais si, il est opérant. Mais il y a une table où il y a eu 3-4 plus en fait. Parce que les arbitres étaient démunis. Le même joueur qui a fait n'importe quoi au solo, il nous a mis les douilles. Le joueur le savait, a fait en sorte que les arbitres fassent quelque chose. Les arbitres ont fait des 4 plus. Il se trouve que les 4 plus n'ont pas été dans notre sens, de ce que j'ai compris. Mais non, non, même si on a gagné, il y a un arrière-goût dans cette ronde. Les Anglais, encore une fois, je l'assume, ne jouent pas faire. Moi, ce que font les Danois et ce que je fais moi, c'est utiliser les règles qui ne sont pas très claires pour essayer d'interdire des choses à l'adversaire parce qu'il les a pas fait au bon moment et de jouer l'adversaire. Les Anglais, ils jouent des règles différentes. Pas les règles qu'il y a écrit sur leur War Scroll. Ils lancent plus d'attaques qu'il ne faut, ils enlèvent des dés, ils bougent des figues. C'est de la triche pure et dure. Pour moi, je différencie les deux. Même si je comprendrais très bien que ce que je fais et ce que fait les Danois soit à l'avenir ou dans d'autres jeux bannis, interdits, auquel cas je m'y plierais volontiers. Mais actuellement, étant autorisé, en tout cas n'étant pas interdit, ok. Mais ce que font les Anglais, ce que font certains Anglais, je ne fais pas d'amalgame, j'en fais un notamment, mais il y en a deux, trois, c'est potentiellement le cas aussi, c'est littéralement de la triche. Et là, il n'y a pas de. Oui, il y a une vraie intention de ne pas respecter la fiche d'armée, la règle donnée. Sur la version 4 du jeu, je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver au début, car nous avons des mots-clés comme par exemple compagnon qui vous interdit toute modification sur la capacité d'arme et le séquencement. Donc le séquencement, c'est touche, blesse, perforation, save. Et je pense que dans les premières parties, c'est des choses d'où ils vont arriver à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment volontaire, en effet, de ne pas respecter les règles de l'éditeur. Très bien. Et ben, on comprend la difficulté de ça. Je pense que malgré ces frustrations, la joie au cœur de la victoire va nous porter. Ouais, la voie de la victoire est relativement courte, on est très content de les avoir battus, on sait qu'on s'en félicitera plus tard, mais là c'est pas le moment. Les Danois, c'est la partie pour laquelle je me prépare depuis 6 mois et pour laquelle l'équipe de France se prépare depuis 5 ans. Faut qu'on les ait un jour. Là, on sait que c'est les Danois, c'est validé assez vite, c'était évident vu les scores. Et puis c'est beau, une Et finale. c'est beau, c'était vraiment une vraie finale, comme il y en a très rarement dans ce genre Mmh, de tournoi. complètement. Toujours encore une fois une finale où si on se nullifie, il y a quelqu'un qui nous double. Toujours le même principe de finale, mais c'est une finale. Celui qui bat l'autre, franchement, est champion du monde, dans les deux sens.
Donc non, c'est un scénario rêvé. On apprend qu'on va être en stream sur NES Wargamer, donc 4 travées sur 8, c'est chouette. On est à fond, on a déjà taffé leur liste, on les retaffe à midi sur les scénars. Les paireurs ont déjà taffé le pairing, mais parce que la veille au soir, ils ont fait Angleterre pour la ronde 5 et Danois pour la ronde 6. On avait pré-shot, on s'était déjà entraîné, ils continuent sur le midi. On est à fond, moi là vraiment à ce moment-là, je suis dans une bulle de. Vraiment, je vous l'ai dit en intro, c'est les Danois qui m'ont impressionné l'année dernière. Ils ont changé ma façon de voir le jeu. Euh, et vraiment, je m'en foutais des autres, moi. Je voulais exploser un Danois. Je voulais que la Tu France voulais explose. lui rouler dessus, Ouais, sa mère. je voulais que la France batte le Danemark, mais je voulais surtout moi rouler sur un Danois. Je voulais vraiment jouer contre un Danois. Ils sont tous pareils, c'est tous des robots, et j'adore ça. Ils ont une façon d'appréhender le jeu. Donc pour réexpliquer, notamment, ils jouent, et moi j'adore ça, les règles pures et dures, et notamment sur le séquençage. En V4, ça sera très important aussi, mais plus simple, donc il y aura moins d'arnaques. Mais en V3, il y a beaucoup de début de phase, après, durant la phase, machin. Et eux, et moi je suis comme eux, si tu l'as pas fait au bon moment, c'est mort. C'est tout. Pour tout vous dire, et ça c'est un truc que même moi je n'ai jamais osé faire alors que je sais que la règle est comme ça, en V3, quand tu actives une unité au corps à corps, tu la choisis. Tu lui donnes ton CP, tu pilines, tu choisis tes cibles. Personne fait ça. On piline, on dit je out attack, je tape ça. Les Danois, t'as touché ta figue, sans dire out attack, tu n'as pas d'all out attack. C'est des robots. Et moi, du coup, je rentre dans ma ronde, je sais pas lequel je vais taper, mais on va se faire une game robot contre robot et on va se taper dessus. Et j'ai trop hâte, et moi je suis dans ma bulle et je suis à fond. Donc on part sur les pairings, c'est chaud. Je crois pas qu'on soit positif, mais c'est voilà, il y a pas de massacre. Je crois malheureusement qu'on a fait un pari, comme souvent il faut en faire dans les pairings, sur la ronde 3 et 4. Il y a Souvent un peu deux, trop. ouais, il y a deux, on va dire, deux paris qui sont faits qui peuvent nous permettre, s'ils passent, de gagner et s'ils passent pas, de perdre, entre guillemets. Je crois avoir compris. Moi, les pairings, je regarde ça de loin. Je fais mes estimés, mais les pairs se démerdent. Mais j'entends des choses après, on débriefe un peu. Je crois qu'on a perdu un pouf pouf, mais pas très bien, mais bon, c'est une chance sur deux. Mais à part ça, on est OK. On est OK. Moi, je tombe contre le City of Sigmar avec 5 tanks, une liste que je connais très très bien. Beaucoup de gens l'ont joué. Je l'ai souvent affronté en tournoi. Je sais ce que j'ai à faire. C'est un match-up excessivement gamble. C'est littéralement un match-up qu'on peut faire sur un tableau Excel, hein. Il va faire ça son tour 1, son tour 2 de dégâts. Et en fonction de s'il a fait assez de dégâts, il va avoir les objets assez vite ou pas pour me remonter. On est sur mon meilleur scénario contre lui, et de toute façon, mon meilleur scénario tout court sur ligne de communication. Donc c'est juste, je vais me mettre sur les objets. Une seule de mes figues compte comme plus que toute son armée réunie. Donc tant qu'il m'a pas tué une figue, il peut pas reprendre d'objet, et j'ai envie d'en mettre deux par objet. Voilà. Je pars là-dessus. On fait notre début de game, il se passe pas grand-chose. Moi, je réfléchis très 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 longtemps à mon déploiement. Parce qu'il y a un décor qui est placé de manière un peu bizarre, qui peut m'embêter. Et en fait, au moment où je fais mon déploiement, en fait, je fais mon T1 dans ma tête. Et mon T1, c'est quasiment le seul tour que je vais jouer. Parce que juste que je me place bien, de telle sorte qu'il n'y ait pas de cible trop facile et que la cible qu'il veut prendre, ça le met, il va vouloir tirer sur un gros. Il faut que je fasse en sorte que les deux autres soient en mesure de punir s'il tape sur ce gros-là. Donc en fait, j'essaie de faire en sorte que mon gros le plus faible soit mis de manière. Enfin voilà, je réfléchis Tu veux la pâter. énormément. Je veux la pâter. Je sais que c'est ça le match-up. Si je lui cours tout droit dessus, je perds. Il est trop proche, il me tire avec tout, il me close avec tout, sachant qu'il close fort ce con, c'est 6 patates, moins 1, 2. BM d'impact, et moi je lui fais rien quasiment au corps à corps si j'ai pas mes BM d'impact à moi. Je me prends Blizzard sur un double tour si je suis trop proche de lui, je me prends Purple Sun sur tout le monde, c'est un carnage. J'ai vu beaucoup de subs, notamment contre Paul, et je suis très content que ça soit passé comme ça, qui fonce tout droit en disant oh, je vais le taper, tu te fais exploser. Pour essayer le plus loin possible, le laisser venir et prier pour qu'il soit pas trop trop surstat. Et le drame va commencer dès le tour 1. En gros, je la joue à la danoise, on se le dit. Les Danois te font toujours un speech en début de partie, et moi je le fais aussi maintenant dans les parties très sérieuses, où ils te disent on va jouer comme ça, avec les mêmes dés, on lancera le même dé d'inique, on se permettra rien, nanana, on fera les mesures ensemble. Et on se dit tout, le speech classique, on se le fait, on est d'accord sur tout, ça va être une partie robotique. Euh, c'est lui qui a le choix de l'initiative, il est en one drop, il fait son déploiement, je fais mon déploiement, machin, il me dit à toi de jouer, il me donne la cloque. Moi, direct, je lance les dés pour les dés magiques. Il faut savoir qu'au Worlds, les Danois le font et beaucoup le font. C'est le joueur actif qui lance les. C'est pas les règles qui disent ça, mais c'est le joueur actif qui lance les 2 dés primo. Tout le monde fait ça, ça arrange tout le monde, on gagne du temps.
Il me donne la cloque, je lance direct mes 2 dés primo. Je fais ça parce qu'il il m'a annoncé ni son locus, ni la phase de ligne de com. Et j'en suis persuadé, il ne m'a rien dit, il a pas mis de token, il n'a rien dit. Mais je ne dis rien. Je fais mon tour. Mon tour où globalement juste je me setup sur mes objets. J'avais déjà pensé pour mon déploiement, donc mon terrain va relativement vite. Je l'avais fait dans ma tête pendant mon déploiement avec mes mesures et tout. Je savais pertinemment qu'il allait me laisser jouer. Il part sur son tour. Très bien. Il fait son début de phase de héros, il annonce une tactique Magical Dominance, il a que ça à faire, il a 3d6 et il est des magiques et moi j'ai une dispel classique. Et il fait ça aussi pour essayer, en théorie, vu qu'il est censé avoir choisi son locus et avoir 2 sorts à lancer, pour essayer de me baiser, pour me bait sur prendre un dispel en plus avec un de mes gros et que j'ai pas d'heure de gloire. Je me fais pas avoir, je mets mon heure de gloire. Et là, il lance son premier sort. Il lance son Purple Sun avec 3d6. On a 3 dés magiques chacun. Non, 2 dés magiques chacun. Donc il lance son 3d6, il rajoute un dé, et il s'arrête là, il me file de la cloque. Je crois qu'il y a que 2 sorciers et un des deux qui a rajouté plus un save, donc il a qu'un seul sort vu qu'il a pas choisi le locus. Mais lui, il le sait pas encore à ce moment-là. Qu'il a pas choisi le locus. Du coup, là, je réfléchis. Et je lui demande, volontairement, c'est ton dernier sort. C'est ton dernier sort, hein, c'est bien ça, on est d'accord. Il fait, bah non, j'en ai un autre. Je fais, bah pourquoi? Et bah lui, c'est mon locus. Il me l'a jamais annoncé, il fait, ah si. Je te jure que non, hein, t'as pas mis de token, t'as rien dit. Et je le dis en toute bonne foi, il me l'a jamais dit. Je dis, mais même ligne de com, t'as oublié le scénar. Il fait, ah ouais, ligne de com, j'ai oublié, je m'en fous, mais le locus, je l'ai dit. Je fais, non, on appelle un arbitre. Ça se frite un peu. Moi, je lui dis, il veut jouer à la danoise. En plus, jouer à la danoise, c'est connu maintenant, on le sait que c'est comme ça. Il me l'a pas dit. Et le problème, c'est que c'est parole contre parole. L'arbitre, en fait, le problème, c'est qu'il n'avait pas lancé son dernier dé magique, ce qui n'avait pas de sens. Il n'avait ni 1 ni 6 dans son jet, donc effectivement, et ça, je l'ai reconnu devant l'arbitre, le fait qu'il ne lance pas son dernier dé magique était con, sachant qu'il n'y avait pas de deuxième sort. Donc l'arbitre rules, et je suis absolument d'accord avec son ruling, t'as pas de deuxième sort, mais t'as le droit de lancer ton autre dé magique. Donc il lance son dernier dé magique, très bien, et, euh, et après je dispel, je rate. Il a son Purple Sun et sa Magical Dominance. Mais en gros, si j'ai fait ça, là j'en parle beaucoup, et en fait, j'ai vraiment accentué de fou sur ce problème pour le sortir de sa phase de héros. En fait, sa phase de héros est très longue en fait, il y a plein de choses à faire, des choses très importantes. Et en fait, je fais en sorte de lui sortir de ses habitudes. Parce que là, on a fait une pause d'arbitre, on a parlé entre eux, il y a un arbitre qui est venu, des coachs qui sont venus, il commençait déjà pas à transpirer, mais il n'était pas dans sa routine. Et on est des joueurs de routine, on a tous entre 40 et 120 games sur nos listes, on a une routine. Et là, je l'avais complètement sorti de sa routine. Derrière, il part sur la deuxième chose très importante de son tour, il va surcharger ses tanks. Les tanks, la règle est écrite, pour chaque tank, tu lances 2 dés, si tu fais moins que les PV que tu as pris, tu peux choisir soit de courir et de tirer machin, soit de tirer plus fort. Il me dit, je surcharge tous mes tanks. Je dis, comment ça? Bah, je surcharge tous les tanks qui feront 2 tirs. Tu lances des dés, ils t'ont full vie, donc c'est automatique, ça ne peut pas être raté. Mais techniquement, tu dois les lancer. Je le regarde, je dis, tu dois lancer tes dés. Il fait, t'es sérieux? Je fais, eh oui. Ok. Il dit, ce tank-là, il lance 2 dés, ce tank-là, il lance 2 dés, ce tank-là, il lance 2 dés, ce tank-là, il lance 2 dés. Je le cloque, j'appelle l'arbitre. L'arbitre, il vient de lancer ses dés, il m'a rien dit. En gros, il lance ses 2 dés, il fait son étude, mais il ne me dit rien, il ne dit pas quel effet il choisit. Je dis, on fait quoi? Et là, l'arbitre commence à en avoir marre, mais c'était voulu. Là, c'était ma dernière game, je m'en foutais. Là, je me cramais auprès de l'arbitre, je balançais tout. Il voulait juste le sortir de sa game. Et je le sentais que j'étais en train de l'avoir. Et l'arbitre, parce que là, logiquement, l'arbitre doit rouler que pour chaque effet, vu que tu dois choisir quelque chose, c'est un 4+. Enfin, c'est une chance sur deux d'avoir soit course et tir, soit la surcharge. Bon, l'arbitre il commence à être un peu trigger, ça a duré 10 minutes encore. Et il nous dit globalement qu'à partir de maintenant, il fera ses jets, il devra bien l'annoncer, mais que là, il choisit ce qu'il veut. Bon, je suis un peu deg. Parce que vraiment, là, j'aurais pu quasiment gagner le match-up c'est clair que s'il a sur le 4+, une chance sur la moitié des temps qu'il a course et charge au lieu d'avoir les tirs augmentés, oui, toi tu es bien. Mais j'y croyais pas trop. Mais encore une fois, je voulais le sortir de sa routine. C'était vraiment mon but. Je sais que les Danois sont très routiniers, je le suis aussi. Je voulais le sortir de sa routine et je pense que je l'ai réussi. Bon, là, il est trigger. Il me déteste. Mais je suis content, il me déteste. Il a ses tanks surchargés, il a fait ses soins, il a fait ses machins, très bien, il a fait son Purple Sun, il fait sa phase de tir, il est sous stat. C'est pas scandaleux, mais il est sous stat, il met mon Gatebreaker qui était en heure de gloire et dont il a réussi à deny le CP All-in Def, il le met plus que 1000 life, il met 20 je crois. Je suis relativement content. Très bien, on s'arrête là, il a eu sa Magical Dominance, il n'a pas un objet, j'ai 3 points d'avance, très bien. J'ai init T2, je réfléchis 30 secondes, mais je sais que c'est mon plan de jeu, je lui laisse. Je peux enlever son Purple Sun, nickel, il n'y a plus de Purple Sun pour son double tour, très bien.
Et là, il a vrillé, je le sais, et ça se voit. Globalement, il va faire un tour, et vraiment, faut peser, faut vous dire que c'est pas un mec de quartier qui a fait, c'est un Danois, triple champion du monde. Il va faire ce que je vais vous dire. Il dit sa tactique, il dit Intimidate the Invader, il fait action héroïque, machin, tout ça. Il fait sa phase de héros, il lance son sort, il oublie qu'il a fait plus que 10 et que du coup il doit prendre des dégâts, mais je lui rappelle pas, je m'en tape. Il oublie tout. Il ne surcharge même pas ses tanks. C'est même pas qu'il me dit Mmh. surcharge tout le monde. Ouais, il le fait Il pas. ne lance aucun dé. Il ne fait Mmh. rien. Il passe, il dit phase de move. Là, au moment où il dit phase de move, j'étais en poker face. J'étais j'étais en train d'intérieurement, je jubilais, mais c'était chaud. Il touche son tank, il le bouge sur l'objet, je le cloque. Je fais rêve, parce que je veux qu'un arbitre vienne pour. Voilà. Et là, il me regarde, il fait oh, je les ai pas surchargés. Je fais non. Et là, il s'assoit pendant 10 minutes. Et là, je sais que j'ai gagné. Même s'il va encore me faire des dégâts, c'est la Mmh. partie, il est sorti de sa game. À tel point qu'il va même rater son Intimidate Invader. Un Danois, sur le même tour. Et c'est rien, en fait. Tu vois, on a l'impression que c'est lui qui a été nul. Je pense vraiment que tout ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est ça qui a créé qu'en fait, il était complètement sorti de sa game, T2. Il surcharge pas ses tanks, et il rate Intimidate the Invader. Alors qu'il a, je pense, 100 games sur sa cote. Il n'a pas surchargé ses tanks. Et du coup, bah, il fait beaucoup moins de dégâts prévus. Il me tue mon Gatebreaker. Bon, après, l'effet de jeu, on s'en tape un peu. Il va se passer pas mal de choses dans la game. Encore une fois, j'aurais pu lui mettre un 20-0. Je lui mets 15, encore une fois, je crois. Je lui mets 15. Globalement, je mettais 20 si je faisais une charge à 3 avec mon Warstomper à un moment. Je fais Lane into the Maelstrom. J'ai mon Warstomper qui est à 3 de lui. Je lui rentre dans ses deux derniers tanks. Je le lock partout. Et je suis sur les objets. C'est fini. Je fais mon Doulas. Il y a 50 corps qui est encore là. Et il fait 4 plus. 4 plus. Nick. Et ce qui fait que comme je charge pas, lui il a une contre-charge sur un man crusher, enfin la partie. Bon, je fais 15-5, hein, je suis hyper content. Mais à rien, c'était 20-0. Et c'était un 20-0 sale. Hein, parce que c'était 20-0, il aurait fait Magical Dominance et c'est tout. Il n'y avait pas un d'objo, il n'y avait pas une autre tactique. Mais comme je rate ça, bah, il regarde des tactiques, il me sèche un géant, du coup il reprend un objo, il a le double tour, enfin bref. Alors si j'avais ma charge à 3, c'était fini. Mais vraiment, voilà, je suis content de cette partie parce que des petits trucs que j'ai essayé de m'entraîner pendant l'année sur sortir le mec de sa routine, essayer de l'inciter à faire des choses. Là, sur les deux parties contre Anglais et Danois, je pense vraiment que ça a fait une diff de fou. Je dirais pas que j'en suis fier parce que je trouve que c'est des choses qui ne devraient pas se faire dans le jeu. Mais les champions du monde en titre le font, en jouent, on gagne grâce à ça. Donc moi, je décide de jouer avec leurs armes et ça a marché. Donc ouais, j'étais trop content de la game. Bon, au moment où je sors de ma game, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde plus à droite, je me vois, c'est chaud, frère. Et puis en plus, tu as fini assez J'ai tard, fini très tard. mais J'ai ouais, fini très très tard. c'est ça, et on sait la difficulté quand tu sors d'une partie tôt, entre guillemets, tu peux aller scout, regarder les tables. Quand tu finis tard, tu es en train de Là, je prendre la vois tout le monde qui fait la température, gueule. et quand tu vois les résultats, je crois que Spoon, il a Au fini moment tôt, c'était pas où, bien, au moment Andreas, où c'était je pas bien. sors, je crois qu'il y a déjà 5 games qui sont loose et les deux dernières. Il reste Mm. Yorin et je crois qu'il reste quand une des deux tables streamées que je vois pas bien qui sont loin. Je fonce faire ma. Je fonce vers French Fire Game Studio, j'ai quasiment parlé à personne. Et là, je vois les interviews, je vois que tout le monde tire la gueule. Mm. Et j'apprends quasiment. En fait, quand vous regardez mon interview, j'apprends au cours de l'interview qu'on est en train de se faire défoncer. Et pendant l'interview, on entend les Danois qui poussent leur cri de guerre. Et là, je sais que c'est officiellement mort. Et là, je suis. Ouais, je sors de ma game où franchement, j'ai joué. Sur la table, elle était nulle, la game. Mais en tout, c'était la plus belle game de ma vie. Le mec, je l'ai détruit, j'en suis trop fier. Mais et là, je regardais l'interview, j'arrive, j'ai le smile, je lui ai mis 15-5 et petit à petit, je suis défait. J'apprends en direct que c'est fini. Bah, c'est la difficulté. Donc la France va perdre sur son dernier match. Du coup, on arrive à 2 défaites, 4 victoires, ce qui fait qu'on dégringole entre guillemets au classement, on finit Oui, 5e ça c'est ou anecdotique. 7e. Entre Mais de la toute façon, deuxième place et la cinquième place, ouais. il y a moins de 10 points. Oui, c'est On aurait ça. été deuxième, on aurait été cinquième, on aurait eu le même sum, ça change Oui, rien. exactement. C'est-à-dire que quand vous venez jouer le titre, finalement de finir 2, 3, 4, Non. 5, ça ne change strictement rien. C'est comme ceux qui viennent jouer, ne pas finir dernier. S'ils finissent pas dernier, ils sont contents, quoi. Non, mais c'est le Non, mais principe, oui, oui, tu non, vois. moi j'étais là, moi et l'équipe, on était là pour la première place. Et dans les rondes suisses, on sait très bien, la deuxième place. L'année dernière, on était deuxième, mais on avait beaucoup d'avance. Ça voulait dire quelque chose. Là, le deuxième cette année, bravo aux Anglais, ils ont fait un très beau tournoi. Mais on les a battus. Enfin, nous, on est cinquième, on a perdu contre la Belgique et derrière nous. Enfin, un classement en ronde suisse, à part le premier, si tu as 30, 40 points d'avance, ce qui est le cas pour les Danois. Les Danois cette année, donc bien joué à eux, ils sont premiers sans aucune hésitation. Derrière, entre la 2 et la 10e place, ça ne veut rien dire.
Non, c'est C'est- ça. En tout cas, l'expérience World se finit sur ce côté amer, le fait d'avoir, bah, donné le maximum. Surtout que Ouais, toi, de ton côté, tu fais un très, très beau parcours, que des victoires en plus bien maîtrisées avec des gros scores. Donc il y a le côté équipe qui là, bah, malheureusement, on compte sur les copains, on veut les porter et ainsi de suite, qui peut être un peu frustrant. C'est beau quand on gagne, c'est un peu moins beau quand on perd comme ça. Surtout sur, on va dire, la manière dont c'est amené. Vous avez commencé à travailler ensemble il n'y a pas si longtemps que ça vous étiez des morceaux d'équipe qui sont un peu regroupés. Le système change l'année prochaine. Est-ce que le système sera plus facile, plus sain? Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi tu vois de ce côté-là? Quel est un peu ton mm, ressenti maintenant que tu as évacué cette frustration du moment? Parce que ouais, c'est toujours frustrant, quoi. oui, oui. Bon, les quelques heures, voire 2, 3 jours après, c'est très très dur. Alors déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Bon, je suis excessivement content de ma perf personnelle. Je pense qu'elle est pas volée. J'ai pas eu spécialement de chance, mais il y en a eu à des moments. Je pense que littéralement le travail a payé, mais attention, ça veut pas dire que j'ai été le meilleur de l'équipe cette année. Euh, c'est un tournoi en équipe. Premièrement, je jouais, même si beaucoup de gens ne le reconnaissaient pas, je jouais l'armée la plus broken du moment. Euh, Vraiment, la King Stomp, c'est complètement con. Euh, j'ai pas spécialement été mis bien au pairing, mais j'ai eu que des match-ups légèrement positifs. Tous mes estimés là étaient entre 10 et 12. Parfois, je montais à 13, 14, 15, j'en ai pas eu. Mais parfois, je descendais à 7, 6, j'en ai pas eu. Donc, tous mes estimés, c'était des parties où j'ai dit à mon coach, là, tu me mets dessus, ça sera entre 7 et 13, probablement plus entre 10 et 13, et je peux monter. Donc, ils m'ont mis sur ces 6 match-ups, j'ai géré derrière, mais voilà. Au pairing, j'ai pas été mis dans des faussons, mais on m'a donné les armes, j'avais de quoi faire. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. On a des listes qu'on ne pouvait pas placer, qui ont été sacrifiées. On a eu un tournoi très compliqué, mais la Tresson a été envoyé en première def littéralement au charbon. Donc ça aide pas, évidemment. Euh, donc ouais, très très content de ma perf personnelle, très déçu de la perf de l'équipe, mais je le dis objectivement, on n'était pas préparé. Je ne cite personne, c'est pas du tout mon objectif de viser des personnes, mais en tant qu'équipe, on n'était pas prêt. Certains joueurs, en tant que joueurs, n'étaient pas préparés. Il y a, quand tu parles à un Danois, il y a Askelad, Benji, un Français qui est mercenaire pour la Belgique, qui a fait ses premiers Worlds. Il a dit lui-même, comme beaucoup de gens qui font leurs premiers Worlds, que ça n'a rien à voir avec aucun tournoi qui existe, même Atlanta, c'est autre chose. C'est une dinguerie ce tournoi-là. Il a joué contre les Danois, il a joué contre Casper, leur joueur Bock, qui est leur plus gros joueur avec Christopher, son frère. Casper lui dit, j'ai fait 7 parties contre ta liste. Je sais que ça va finir entre 12 et 14 en fonction de limite T3, T4. Et là, tu fais, ok, mais il n'y a que moi qui joue cette liste. Ouais, je fais cette partie. Okay. Nous, on a des mecs en interview, ils disent qu'ils ont été surpris par la liste du Danois. Ils disent qu'ils n'avaient pas vu ça dans la liste de l'anglais. On n'était pas préparés. On a tous fait nos pré-arties, on a tous des capacités de training différentes, des possibilités, des besoins de training différents. Mais là, en tant qu'équipe, on n'était pas préparé. Il y a eu d'autres soucis. C'est pas le but de cette vidéo, je ne rentrerai pas dans ces détails. Il y a plein de gens qui savent déjà, mais en tant qu'équipe, on a eu des gros problèmes de cohésion qui a amené à un changement de roster il y a quelques mois, qui nous a mis forcément dans le mal, évidemment. C'est pas anodin, même si c'était mieux comme ça, personnellement, mais c'était pas anodin. On a fait des choix de liste qui étaient assumés, qui étaient su comme étant une prise de risque, mais qui n'ont pas payé. Je pense notamment, il le dira lui-même, il a sûrement déjà dit sur son live que j'ai pas encore écouté, la liste luminette de Spoon, qui était assumée, hein, on savait qu'elle avait des chances de faire plop ou de faire quelque chose, elle a clairement fait plop, mais c'est parce que le roster n'était pas pensé autour. Mais bon, on n'était pas prêt, donc la frustration de mon côté, mais quelque part, clairement, on méritait pas d'être premier. On aurait pu, hein, on aurait pu l'arnaquer, mais les Danois méritent largement plus que nous. Moi, je l'ai explosé le mien, hein, mais sur les autres travées, sur les autres rondes, c'est les Danois qui ont explosé les Français. Même s'il y a des parties où on n'a eu pas de chance, hein. On n'a pas eu beaucoup de chance sur cette ronde. Mais non, on méritait pas de gagner. Bon, on méritait pas d'être cinquième non plus. Ça, c'est le jeu de la ronde suisse. Je pense que clairement, on était, dans mon cœur, on est podium. Mais on s'en fout. Euh, du coup, ouais, l'année prochaine, ça va changer. Malheureusement, je me suis déjà exprimé semi-publiquement sur un Discord, on va dire, sur l'académie, donc pas mal de gens du milieu savent déjà ce que je pense. Je pense que la ligue est arrivée trop tôt.
Donc une grosse prise de risque. J'espère pour eux que ça va bien se passer. J'ai des doutes sur quelques points et je pense que quelle que soit l'issue, l'année prochaine, l'équipe de France qu'on va envoyer, elle sera bien, mais ça sera pas la meilleure possible. Hem, j'espère de tout mon cœur qu'on arrive à faire une équipe de France qui défonce ces Danois et je serai à fond derrière l'équipe de France que j'en sois ou pas. Mais j'ai des doutes sur le fait que notre système là qu'on est en train de créer y arrive pour différentes raisons de timing, de logistique, d'équipe splittée. Il y aura moins de mélange l'année prochaine. Euh, donc je pense que le système, pour la première année en tout cas, va faire que l'équipe de France va beaucoup perdre en niveau, en professionnalisme. J'espère me tromper, encore une fois. Euh, et puis moi, à titre personnel, donc l'année dernière, je sors de mes Worlds, mes premiers, des étoiles plein les yeux, du seum plein la bouche parce qu'on a perdu. Mais j'ai juste une envie, c'est de tout casser et de progresser. Là, cette année, je sors avec paradoxalement moins de frustration. Je sais que moi j'ai tout donné, je sais pourquoi on a merdé, je sais que ça dépend pas forcément de moi. J'ai eu parfois quelques trucs qui sont à cause de moi, hein, évidemment, hein, dans l'équipe. Mais je sais que moi je pense avoir fait mon taf. Je dis pas ça pour le score, hein, encore une fois. C'est un score individuel en tournoi équipe, ça veut pas tout dire. Je sais que j'ai fait mon taf et je sais que je pourrais pas faire mieux pour l'année prochaine. Et donc là, j'ai plus cette envie de revenir l'année prochaine et tout défoncer. Peut-être que je ferai les Worlds, hein. Je suis pas en train d'annoncer que je ferai pas les Worlds, mais je me battrai pas comme cette année et je serai pas préparé comme cette année. J'aurai des restes évidemment, c'est comme un tennisman qui bosse plus trop, les suivantes, il est pas mauvais, hein, mais je serai pas au niveau que j'ai été cette année, je peux pas. J'ai fait des sacrifices assumés, mais de fou pour être à ce niveau-là, que ce soit sur ma vie perso ou en partie ma vie pro. Je pourrais pas me permettre de faire beaucoup plus que 2 années consécutives. Donc non, non, je vais freiner, ça va me faire du bien. La V4, là, je vais la laisser glisser au début en regardant du coin. Je pars en vacances. J'y jouerai à la V4, hein, c'est évident. Mais je vais regarder ça de loin et on verra comment la ligue se passe. Et, peut-être que je ferai au Worlds, peut-être pas. Peut-être que j'aurai mon t-shirt de supporter et on verra bien ce qui se passe. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce qui va passer l'année prochaine pour l'équipe de France et pour les Worlds parce que les Worlds aussi vont changer beaucoup d'organisation. Donc l'année prochaine risque d'être un big changement dans le milieu compétitif. Tout à fait. En tout cas, nous, on va suivre ça de près. On va essayer, en tout cas, de faire comme le même exercice que j'ai pu faire, qu'on a pu faire l'année dernière, à suivre on va dire, les dates, les FTC, les FST, pour continuer à comprendre comment évolue le jeu, suivre les bons joueurs, mettre les points sur les i. Bon. C'est ça. Je te remercie en tout cas de cette interview. Je sais que c'est pas un exercice qui est facile. On a pris un peu le temps de digérer, de comprendre tout ça. Et ensemble, demain, allons tous ensemble, main dans la main, plus loin. C'est beau. Merci à toi de l'invite. Il y a pas mal de choses que j'ai exprimées là. Pas aller dans tous les détails. Je pensais aller un peu plus loin. Parfois, je me suis retenu ou pas. J'ai pas pensé à des choses. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai jamais dit à personne. Sur certains trucs que j'ai bossé pendant l'année et autres. C'est pas que j'en suis pas fier ou autre, c'est que je suis quelqu'un qui bosse dans son coin en général. Donc ça m'a fait du bien d'en parler. Et aussi, ouais, je voulais parler vraiment de cette zone grise pour moi d'AOS parce que je suis pas sûr d'avoir réussi à bien faire passer à quel point on peut faire des choses autour de la table. Je sais que plein de gens le savent, hein. Plein de gens le font sans même le savoir. Moi, cette année, j'ai vraiment en fait, parce que c'est pas mon naturel. Il y a des gens, ils sont comme ça au naturel. Moi, je me suis forcé à le faire. J'ai bossé pour le devenir et je me suis rendu compte à quel point c'était fort et à quel point c'était malsain. C'est littéralement de la manipulation. C'est littéralement ce que je fais, c'est des choses que font les pervers narcissiques au naturel. Tu vois, c'est forcer l'adversaire à prendre des décisions pour son mal, enfin, c'est quelque chose de pas bien. Et je pense vraiment, je sais pas comment on pourrait, mais il y a des choses qui doivent être vues par les arbitres, qui doivent être faits pour pas qu'on puisse faire ce genre de choses, pour que ça soit contrôlé. C'est dur, mais actuellement, à OS, on est en roue libre de ce côté-là et je trouve ça très dangereux. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la triche et sur cette zone grise-là pas gérées. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ce genre de sujet tant que c'est pas géré, en fait, tu peux pas dire ah, les gars, c'est les bisounours, on arrête. Ça ne marchera jamais. Si t'as pas de règles, certaines équipes vont le faire et certains joueurs comme moi vont les copier parce que ça marche bien et ça va snowball. Tu peux pas dire les gars, soyons gentils, arrêtons. T'es obligé de mettre des points sur les i. Exactement. Je pense, dans ce genre de situation, déjà le moteur de la V4, normalement, l'année prochaine, va soulager Oui, beaucoup de choses. Mais en effet, c'est aux tournoyeurs et notamment aux TO, personnes qui font les organisations aussi, de pouvoir prendre leurs responsabilités
on veut organiser des événements, on souhaite mettre un cadre légal, faire en sorte que les parties se passent bien, et bien en effet, peut-être sanctionner des joueurs en leur retirant des points directement, en leur interdisant des matchs, en leur interdisant des tournois. Ça peut paraître peut-être excessif la manière dont je l'amène, mais si il faut assainir certains points, des fois il faut aussi prendre ses responsabilités. On ne peut pas tout le temps faire la magie du 4+. Moi, j'ai fait des événements physiques, des événements digitaux dans lesquels des fois on doit intervenir en tant que responsable. Ça ne plaira pas, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, mais on ne peut pas reprocher à la personne de prendre ses responsabilités sur le choix. Donc, Ouais, je pense effectivement que c'est le cas au Worlds et qu'à souvent, les arbitres, et j'ai été arbitre, hein, je le dis en connaissance de cause, on veut pas se mouiller. On se place en mode démerdez-vous. On fait appliquer les règles, mais pour le reste, vous êtes des grands garçons. Non, on n'est pas des grands garçons. On est deux cons qui vont au dé et qui vont battre l'autre. Il y a plus de grands garçons, souvent c'est deux lions blessés qui veulent tuer l'autre, quoi. Il y a besoin de règles. Sinon, petit à petit, je l'ai vu là, depuis que je joue, il y a des vices qui sont en train de se développer et on va pas dans le bon sens. tout à fait. En tout cas, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo ou d'un article sur notre super site internet. Du coup, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore vu le site internet à aller dans la description pour pouvoir bénéficier de tous les avantages, à savoir le suivi des contenus vidéo, le suivi des articles. Dans l'avenir, nous allons lancer un suivi de tous les Faction Focus et plein d'autres bonnes choses vont arriver avec ces éléments-là. Je te laisse le mot de la fin si tu souhaites conclure par une dédicace. Ouais, je l'ai pas assez dit pendant les interviews sur les gens qui regardaient French Game Studio. Vraiment, ça fait 2 ans que je le vis. Les gens qui sont sur les live Twitch, qui envoient des petits messages sur Discord, qui soutiennent par la cagnotte ou autre, ça fait un bien de fou. Même si on est dans notre bulle, on prend toujours 5-10 minutes de temps en temps pour regarder les messages. Après, moi personnellement, je sais que tout le monde le fait pas. J'ai un peu regardé les rediffs, j'ai vu plein de messages de ouf. Ça fait un bien de fou. Euh, c'est pas qu'on se sent comme des stars, même si à notre niveau, effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent, mais non, ça fait juste. Tu sors de ta game, tu sais que tu as des gens qui t'ont regardé, rien que ça, c'est dingue. Tu sais qu'il y a des gens qui t'ont suivi, qui ont bien aimé ton interview. Donc merci à tous, que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas. Il y a plein de gens que j'ai reconnus, mais plein de gens que je ne connaissais pas. Donc si vous regardez cette vidéo, encore merci de nous avoir suivis et suivez, que ce soit moi ou les prochains l'année prochaine, suivez l'équipe de France. Merci à toi. Et bien écoutez, ça va être le mot de la fin. Ciao tout le monde, à une prochaine sur notre vidéo.